bienvenue chez les GG Comics, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 80e numéro, nous sommes avec Thomas de Comics of the Power. Bonjour. De Marty de Comics Office Esker. Salut. De Dragnir de DTC. Bonsoir. Et exceptionnellement, nous avons Blacky Rua de Comics Sanctuary. Salut tout le monde. Et moi-même, Cab, du comptoir de la BD. Comment ça va tout le monde? Ah, ça va. Ça va. Ça va. Je suis tellement bien en fait ce soir. C'était tellement une bonne idée de te refiler la patate. Vous avez vu comment les tables ont tourné? Ouais. Il n'y a pas que les tables, à mon avis, là, content. Si ça tapote sur la table, vous savez pourquoi. Ouais, une méchante tournante, c'est dégueulasse. Juste un truc quand même, avant qu'on commence le podcast, je tiens quand même à dire, je suis sincèrement désolé du rythme du podcast en ce moment, parce que malheureusement je fais beaucoup de déplacements, donc des plannings très chargés qu'il faut qu'on n'a pas trop le temps d'enregistrer. Mais bon, je sais pas si ça va l'air s'améliorant. Je sais que mon mois d'octobre il est quasiment full, mais j'espère qu'en novembre j'aurai un peu plus de place pour qu'on puisse enregistrer un peu plus. Mais bon. Nous voilà avec un beau podcast, avec un bel host. Donc je lui laisse maintenant la prime. Merci. Voilà, j'en profite donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Avec cette prise de pouvoir, tu es démis de tes fonctions et donc du coup il y aura plus souvent des podcasts maintenant qu'on compte plus sur toi. Mais tu sais que moi je suis pas contre que vous fassiez des GG sans moi, hein. Mais vraiment, hein. Si un jour si ça vous tente, moi je suis pas fermé. Moi je suis. Écoute, ça tombe pas dans l'oreille d'un genre des podcasts sans toi, genre plus jamais, c'est ça? Non, on peut l'inviter de temps en temps en guest. Tu sais que c'est moi qui quand même publie les podcasts, hein, donc au bout d'un moment, ça sera délicat. Je serai en haut des piles et tout, quoi. Bien, revenons sur notre sujet. Ce soir, nous allons attaquer un comics qui semble intéresser beaucoup de gens et qui semble avoir de très bons retours. Un comics récent, puisqu'il s'agit de Wonder Woman Historia. Wonder Woman... Bah oui, tout à fait. Wonder Woman Historia, donc, qui a été publié au Black Label, qui est sorti il y a un petit mois maintenant en France. Et qui septembre de mémoire. 18 août. Ah, fin août, ok. 18 août, donc quasiment 2 mois, et qui par contre a une production un peu chaotique, Thomas. Oui, alors au départ, il a été annoncé parmi les premiers titres du Back Label, donc en 2018. Mais en fait, le premier épisode n'est sorti que en novembre 2021. Donc, il avait fallu attendre 3 ans. Et dans la préface du livre et encore plus sur le site d'Urban, Phil Jiménez, il explique un petit peu pourquoi. C'est que il avait expressément demandé à DC de pas annoncer le titre avant qu'il ait commencé à dessiner. Et que DC n'a pas fait. Voilà. Et parce qu'en fait, il a changé sa technique de dessin. Il a utilisé plus de numérique en fait pour préparer. Non, en fait, c'est qu'il est passé sur un nouveau logiciel qui est Procreate. Si tu veux, c'est le Photoshop sur iPad. C'est ce qu'utilisent maintenant quasiment les 3/4 des artistes, quoi. Et effectivement, plus de numérique, contrairement à avant où il était plutôt en papier, quoi. Ouais. Et donc il a eu beaucoup de temps à se mettre au dessin, tout ça, ce qui fait que ça a retardé la première sortie. Et même après, puisqu'en fait le premier épisode, comme j'ai dit, est sorti en novembre 21 et le dernier épisode est sorti en décembre 2022. Donc en fait, il y a eu 13 mois entre les 3 épisodes, même s'ils sont plus longs. Ça reste assez long, donc je trouve c'est quand même vachement bien d'avoir pu l'avoir en recueil, parce que je pense qu'en mensuel ça aurait été hyper frustrant. En plus t'as quand même les artistes qui sont assez longs, parce que bon, Phil Jiménez à l'époque était capable de faire une série mensuelle, mais c'est plus qu'à maintenant. Gene A l'a jamais été, et je me souviens plus du nom du troisième. Nicolas Scott. C'est Nicolas Scott. Nicolas Scott n'a jamais été non plus capable de tenir une série mensuelle, donc du coup. Juste 6 mois ou des choses comme ça, tu vois, quoi. Il faut des délais, quoi, parce que à dessiner la vie, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'en avez-vous pensé du coup, messieurs? On va commencer
Par Blacky, tiens, vu qu'il n'y a pas l'habitude. Bon, je suis père castor au boulot, hein. Donc, moi, me donner la parole, je vais faire mon Dragnir. Écoute, Wonder Woman Historia, ça a été ma grosse claque de mi-année. Alors, il faut savoir que je suis un très gros fan de deux dessinateurs. On parlera plus tard des auteurs, mais donc Phil Jiménez, énorme fan, une super personne que j'ai déjà rencontrée, tout comme Nicolas Scott, qui est une superbe artiste aussi. Et clairement, Wonder Woman Historia, pour moi, ça a été une grosse claque sur plein de sujets. Avant tout visuel, hein, qu'on se l'entende quand même, mais le propos, le scénario, il a aussi son petit côté intéressant qui fait que je pense qu'on est vraiment sur l'un des top 3, top 5 de l'année sans problème, quoi. Ok, très bien. Un avis succinct. Marty. Alors, grosse claque pour ma part aussi. Je suis un gros fan de mythologie. Ça a été ma première passion dans la vie, en fait. Merci Hercule, la série télé, hein, à jamais dans nos cœurs. Même si Kevin Sorbo, l'acteur principal, c'est un gros con. Et Xena. Oh, le Kevin Sorbo, quoi. Ah mec, au Xena, moins oui. Xena avait plus de classe, quoi. Ah ouais. Mais non, il est pas 30 en plus. Hein, Oui, mais Hercule, quand t'es gamin, déjà été diffusé avant et il y avait les monstres et tout. Donc bon, quand t'as 8-9 ans, forcément, t'es pris dedans, quoi. Et non, mais globalement, la mythologie, puis Senseiya aussi, hein, entre ça et Hercule, je suis tombé dedans très jeune. Ça a vraiment été mon premier coup de cœur geek, la mythologie. Je me revois fouiller dans le dictionnaire et tout, faire des plans, des généalogies et tout. J'étais vraiment un fan hardcore de mythologie grecque jeune. Et puis Wonder Woman, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, au-delà de son aspect mythologique, qui est pas toujours d'ailleurs mis en avant. Si on repart peut-être 2 décennies avant Georges Pérez, c'était peut-être pas autant mis en avant que maintenant. Non. Et donc pour en revenir à cette série-là, grosse claque, aussi bien graphiquement qu'au niveau du propos, comme on va l'étayer au fil de l'émission. C'est vraiment un coup de maître, je trouve, comme album. Hein. C'est vraiment un album à avoir dans sa bibliothèque si on est fan de comics. Ok, très bien. C'est fort. Mon cher Thomas. Alors moi je vais être tout aussi positif, c'est vraiment un de mes titres préférés de l'année pour l'instant. Les premières pages m'ont fait peur parce que j'en attendais beaucoup et les premières pages elles sont belles mais j'ai trouvé que c'était un peu étouffant. Je me suis dit oh là, où est-ce qu'on va? Et en fait plus ça allait et plus j'ai adoré l'histoire. Et justement, moi, ce qui m'a plu, c'est les dessins sont une splendeur, il y a aucun doute là-dessus. Hein. Avec le format un peu carré, tout ça, c'est génial. Mais j'ai aussi adoré le scénario. Je trouve moi, j'y ai vu une réflexion sur l'histoire avec un grand H, sur une relecture de l'histoire des Amazones et également. Et j'ai adoré ce qui est proposé. Quoi. Je trouve que vraiment c'est passionnant. Très bien. Merci beaucoup. Dragnir, le meilleur pour la fin. C'est de la merde. Ah, j'avais peur que tout le monde soit d'accord. Non, il y a peu de bouquins que je considère comme des œuvres d'art. Vraiment. En termes de BD, c'est beaucoup de divertissement. Ça reste artistique, hein, je ne le nie pas. Mais de là à qualifier un comics d'œuvre d'art à part entière, j'ai du mal. Voilà, tout simplement. Et pour le coup, c'est un petit peu ce que je considère par rapport à Historia, c'est qu'on a voulu faire de l'art. On a manié l'art du scénario de façon tout à fait cohérente, surprenante et en même temps un peu inattendue. Que comme disait Thomas, c'est vraiment revisiter les origines des Amazones en y insérant un propos très actuel, je trouve. Et artistiquement parlant, parce que la BD c'est un scénario mais c'est du dessin, le dessin et le scénario se mêlent vraiment super habilement. Au-delà du très beau, parce que l'art n'a pas à être forcément très beau, au-delà du très beau, c'est très artistique. Voilà, ça c'est mon avis. Très bien. Écoute, si tout le monde est du même avis, merci, bonsoir, et puis à la prochaine fois. Merci, c'était un super podcast. Salut. C'est super, merci beaucoup.
Ciao, bonsoir. Alors pour le coup, moi je n'ai pas d'avis puisque je ne l'ai pas encore lu. J'ai beaucoup de lectures à lire. J'ai énormément de grosses nouveautés franco-belges, donc j'ai pas eu le temps de lire celui-ci. Et qui en plus, c'est pour le coup, n'a pas très bien marché ou m'a pas été trop demandé. Mais du coup, moi qui suis un petit nouveau sur ce titre-là puisque je ne l'ai pas lu, est-ce que Marty, tu pourrais me parler du premier chapitre du coup? De quoi ça parle exactement? Attends, juste avant, un peu en préambule avant Marty quand même. Pour ton info, Cab, donc Wonder Woman Historia, qui est scénarisé par Kelusi Deconic et donc dessiné par 3 artistes, un artiste par chapitre. Donc Phil Jiménez le premier, Jenny Abb le deuxième et Nicolas Scott pour le troisième. Et donc c'est découpé en 3 chapitres. Donc c'est une histoire qui est complète en 3 chapitres. Et le but de Wonder Woman Historia, c'est effectivement raconter Themyscira, quoi, comment c'est créé, quoi. J'ai juste une question pour vous. Donc on est sur la création de Themyscira, ok. Ouais, c'est ça. Et j'ai juste une question pour vous, c'est que moi je me rappelle de certains récits, Georges Pérez, un peu qui l'évoque un peu en 3-4 pages. Mais est-ce qu'on a eu vraiment un vrai récit sur la création de Themyscira, hormis les 3-4 pages C'est du rapide. Ouais, voilà, c'est distillé au cours du temps avec dans plusieurs récits. Alors oui, il y avait Pérez, mais il y en a d'autres où en fait on par la bouche d'Hippolyte ou par la bouche d'autres Amazones, on évoque certains souvenirs ou certains faits, mais un récit aussi fédérateur, c'est-à-dire vraiment axé sur l'origine. Et en faisant la synthèse, globalement, à ma connaissance, non, il n'y a pas, pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est tout nouveau. Non, moi non plus. Non, voilà, c'est des oui-dire, c'est des choses. On entend Hippolyte qui peut en parler. C'est un temps très lointain et en plus, en fonction des auteurs, la création de Themyscira n'est pas tout à fait la même. Oui. D'ailleurs, ça s'appelait pas Themyscira avant Georges Pérez. C'était juste Paradise Island. C'était Paradise Island, parce que en fonction de certains, l'origine c'est en fait une île qui a été gardée secrète par les dieux. Dans une autre, ce sont les Amazones qui ont exilé suite à une guerre contre les dieux et fratricides, contre les hommes, et qui se sont exilés sur une île. Les versions divergent en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux versions majeures, celle qui dit que c'est une récompense de la part des dieux et celle qui dit que c'est une punition. Et c'est vrai que ça oscillait très fréquemment entre les deux pour le coup. Sauf que là, c'est clairement tranché. Oui, en plus, d'ici, comme on a les Crisis qui invitent les auteurs à réimaginer, on a comme ça des versions qui sont complètement contraires. C'est normal puisque ce ne sont pas les mêmes continuums. Oui. Et après, au niveau des événements, on avait quand même, je crois, le fait que Hercule avait attaqué les Amazones qui avait sans doute déjà été montré. Oui, mais après, c'est mythologique, ça, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est le fait mythologique. Bien sûr. Et Hercule est censé, en fonction des récits, au mieux avoir attaqué les Amazones, au pire, il est violé Hippolyte. Oui, il a volé sa ceinture. On va en reparler. On va en reparler. T'inquiète pas, mon cas, on va en reparler. Je m'inquiète pas. Au niveau du statut du récit, est-ce qu'il est pleinement dans la continuité? Pas du tout, puisque c'est Black Label. On sait pas. Non, mais il y a une pirouette par rapport à ça. Il y a une pirouette puisque dès le début du récit, on nous dit les dieux ont leur version, ceci est notre version. La vérité se trouve sans doute entre les deux. Ouais. Donc à la manière d'un 300 de Frank Miller, dès le début, on nous annonce attention, c'est une histoire orale et qui est volontairement partisane. Mais c'est ça qui est génial, c'est un choix super judicieux, puisque la mythologie, c'est ça en définitif. Je veux dire, la mythologie qu'on a actuellement, quelle que soit la mythologie, qu'elle soit scandinave, égyptienne, etc., ça a d'abord été pendant très longtemps de la tradition orale, et même quand ça a été écrit, chacun en a donné sa version. Donc, mais c'est intéressant, c'est intelligent de dire que... La mythologie grecque, c'est à de nombreuses contradictions. Il y a chaque auteur. Vous lisez Hésiode, vous lisez Apollodore, vous lisez Homère, vous n'aurez pas la même origine d'Aphrodite. Complètement. Les travaux d'Hercule sont pas dans le même ordre suivant les auteurs. Des fois, c'est pas les mêmes travaux, il y a même des variations. Il y a des variations sur la travaux. Ok. Très bien. Partie, du coup. Cette première partie, qu'est-ce que ça raconte? Alors, cette première partie, c'est une histoire de colère divine. Alors, on a l'habitude dans la mythologie que les dieux soient cruels et en colère. Sauf qu'ici, il y a du grabuge. Oui, c'est la base. Sauf que là, il y a du grabuge chez les dieux puisque dès les premières pages, le récit s'ouvre sur la colère des déesses qui se révoltent face au traitement que les femmes subissent depuis des millénaires de la part des hommes.
on a les 7 déesses principales de la mythologie. Alors évidemment Héra, la reine des dieux, mais également ses sœurs Hestia et Déméter, ainsi que Athéna, Artémis, Aphrodite et Hécate, qui chacune font savoir qu'elles sont mécontentes et qu'elles vont vouloir rencontrer les dieux. Et d'ailleurs, le récit est assez fort puisque d'emblée, les 2 premières pages, c'est une splash page avec des vases grecs où les femmes sont peintes en rouge dessus, comme si elles pour symboliser en fait l'invisibilisation des femmes par rapport aux hommes, quoi. Et le rouge n'est pas choisi par hasard non plus. Hein. J'imagine que ça symbolise un peu la violence qu'elles subissent. Ouais, la douleur, clairement. Exactement. Donc, on commence avec cette splash page, puis on a une présentation des déesses qui nous explique que cette fois il y en a marre, les dieux, les hommes dans leur entièreté, qu'ils soient dieux ou mortels, tyrannisent trop les femmes et elles souhaitent donc que cela cesse. Et comme on se l'imagine, Zeus évidemment accueille tout ceci avec beaucoup de condescendance et de mépris, tout comme les autres dieux. Hein. On a vraiment une confrontation entre Zeus qui est tout puissant, qui est bien sûr représenté plus grand que les autres. Et donc les déesses, comme elles sont très mal accueillies dans leur par rapport à leurs réclamations, décident d'un plan secret qui est de créer donc des protectrices aux femmes, les Amazones. Un plan secret duquel Héra se désolidarise par colère envers Zeus. On comprend donc que Zeus visiblement on sait que Zeus c'est pas un mari très fidèle. On sait aussi que ça peut être quelqu'un qui, si on connaît un peu la mythologie, qui peut se montrer très cruel envers ses opposants. Mais on comprend que même par rapport à sa femme, qui est pas son égale, mais quand même quasiment, vu que c'est la reine des dieux, il peut se montrer cruel au point qu'elle ait peur d'elle. Peur de lui. Peur de lui, pardon. Oui, peur de lui, pardon. Oui. Donc en fait, elle se désolidarise parce qu'elle a peur de lui. Exactement. Elle a. C'est pas qu'elle a peur de lui, c'est qu'elle par son statut, elle se retire du projet tout en le soutenant de loin, quoi. Ok. D'accord. Elle a une stratégie ambivalente au départ. En vérité, alors, j'ai pas retenu ça. L'attitude de Héra, elle est très politique. Parce que en vérité, si elle se met dans le complot, appelons ça comme ça, dans le complot féminin, ça sous-entend qu'elle se met pas à l'égal du dieu. Et pas à l'égal de Zeus. Ça veut dire que le statut de la femme est inférieur à celui de l'homme. Elle ne peut pas se permettre ce genre de choses. Il faut qu'il ait un vis-à-vis, qu'il ait une vis-à-vis Zeus. Et ça doit être elle, obligatoirement. Mais elle soutient. Okay. Donc, politiquement parlant, sa position, elle est assez forte. Sa position, elle est celle qui garde le pouvoir, mais qui soutient la révolte. C'est ça, mais de loin. La garde cachée, en fait, aussi. Et cette idée aussi de ne pas intervenir, c'est aussi un moyen que ce soit moins évident le projet et qu'il puisse, sur le long terme, agir. Ouais, il y a une histoire de discrétion, c'est certain. Mais le positionnement d'Héra à refuser de participer à tout ça, il est, à mon goût, hautement politique. Vraiment. Et alors, justement, par rapport à ce qui lui arrive plus tard, vous voyez, j'ai un peu occulté cette partie-là de son discours. J'ai surtout retenu la crainte qu'elle a de lui par rapport à quelque chose qui arrivera en fait à la fin du récit, dont on reparlera tout à l'heure. Intéressant. Alors, juste avant de reprendre, je voudrais quand même faire une micro-annonce. Sachez, chers écouteurs de podcast, que celui-ci contiendra auditeur, c'est pareil. Celui-ci contiendra énormément de spoilers. Oui. Faire prévenir, on ne l'a pas fait. Si vous voulez garder une lecture vierge de tout avis et de toute spoil, n'écoutez pas plus loin, parce qu'on a déjà un petit peu fait. C'est ça, mettez pause, lisez-le et revenez pour mettre replay. Revenez après, voilà. Exact. Voilà, reprenons. Donc, Marty. Ouais. Et donc, les déesses mettent leur plan en action avec Héra qui ne participe pas directement à la création des Amazones. Chacune d'entre elles se crée une tribu à son image. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure quand on parlera de la partie graphique de cet épisode. Et donc, les tribus Amazones. En fait, t'en as une. Il y en a 6, hein. Il y en a 6, mais il y a une triplette par déesse de mémoire, c'est ça? Ok, d'accord. Il y a une tribu par déesse avec une reine des Amazones. Alors, concernant les reines des Amazones, c'est des noms qui vous parleront aussi bien si vous connaissez les comics Wonder Woman que si vous connaissez la mythologie. Ils sont allés piocher dans des noms préexistants pour les différentes reines. Et chaque tribu donc a ses propres attributs, a son propre style, a sa propre manière
à son, comme on le Propre voit plus tard, elles ont repère, chacune aussi, voilà, son propre père. Merci. Son territoire et tout ça. Ouais. Voilà. Et on va Ok. suivre, en fait, et en parallèle euh, de la création de ces Amazones, oui. Est-ce que tu te souviens de comment sont créées d'où viennent les âmes de Les ces âmes. Amazones? Mm. Elles viennent en fait des femmes victimes à travers le temps. C'est ça. Et ça. Et donc en fait c'est comme une résurrection où en C'est- fait des femmes victimes C'est deviennent ça. désormais des guerrières Mm. qui se préparent à une lutte contre les hommes. Parce que C'est dès ça. le C'est début, une espèce de recyclage des âmes en peine qui Ouais. ont subi les injustices de l'homme, quoi. on nous C'est dit ça. que dès le début, on nous dit que proche du Tartare, non loin du Tartare, Mm. il y a un endroit connu des seules déesses où elles accueillent les âmes des défuntes torturées, en fait, finalement, ou qu'on subit des exactions des hommes. Oui. Et c'est à partir de ces âmes-là qu'elles vont modeler chacune, l'une pour elles, avec leurs particularités propres. Artémis pour la chasse, Hécate avec l'histoire de la mort, etc. Et chacune vont modeler, à partir des âmes des femmes torturées, vont modeler donc leur propre tribu. Donc ça donne un caractère assez vengeur quand même à la création. Ah bah. Mais c'est surtout que Les guerriers. rien que là, de ce que j'entends sur ce premier chapitre, on est quand même avec une Thémiscria, ou en tout cas un peuple amazone qui est très différent de ce qu'on peut avoir, puisque déjà il y a 7 tribus au lieu de une seule, Et tu vas Et, voir pourquoi après. et en plus, ce sont des âmes de défuntes, donc ce qui est Eh oui, mais tu vas voir complètement après. différent de ce qu'on peut. Mais attention, on Ouais, parle c'est pas encore de Thémiscria pour l'instant. Hein. Non, On non, parle non, juste de on- création de tribus, quoi. On n'est pas encore C'est- sur Thémiscira, là c'est on pas est sur vraiment la des- création des Amazones mythologiques, véritablement. Issus Oui. C'est donc- ça, c'est pas des êtres, c'est pas des êtres humaines, enfin des êtres Non. humains de sexe féminin. C'est c'est des héroïnes au sens mythologique, Ouais, c'est-à-dire comme des peuvent créatures nées en comme partie peuvent- des déesses. Ouais, Ok, comme voilà. peuvent l'être les Elles nymphes, sont les surhumaines. dryades, ce genre de choses. Elles, Ouais, elles sont surhumaines, elles c'est ont une ça. part de divinité entre elles. Mmh, Ok. ouais, Elles ont vraiment une d'accord. part- elles On- ont donc on est- une on est part, sur ouais, des divinité êtres entre elles, surnaturels. elles sont surhumaines. Mm. Voilà, tout à fait. Et en parallèle donc de la naissance de ces Amazones, on suit une autre naissance qui n'est pas celle d'un personnage, mais plutôt un personnage qui est impliqué dans une naissance, puisque on suit une certaine Hippolyte, qui est une sage-femme, qui elle est libérée involontairement du joug des hommes, car on apprend qu'elle est veuve et que donc depuis pour survivre, elle exerce donc ce métier de sage-femme. Hippolyte, alors c'est un nom forcément qui doit faire tilt chez tous les amateurs des comics Wonder Woman. Et la fin en fait de ce premier épisode, on consiste en la rencontre entre cette Hippolyte, cette femme qui va être malmenée par un groupe d'hommes, et des Amazones, où on assiste à leur premier acte vengeur. Et de ce premier acte vengeur, elles vont donc se faire connaître d'Hippolyte et des hommes petit à petit, qui dorénavant vont devoir apprendre à se méfier s'ils maltraitent les femmes, car tout doucement la vengeance, une espèce de vengeance divine, est en train furtivement de se mettre en place. Alors Hippolyte, attends, alors juste une petite précision, Hippolyte, juste avant de cette rencontre fortuite, a subi quand même un traumatisme fort, hein, parce qu'en fait, effectivement, elle est sage-femme, mais elle assiste à une naissance d'un bébé qui se révèle être une fille, et donc on lui demande, en gros, de l'abandonner, de la laisser à la mort dans une rivière, je sais pas trop quoi. Et donc du coup, elle commence par l'appliquer, elle le fait. Mais elle subit un traumatisme, elle essaie de retrouver le bébé et elle part d'une espèce de poursuite dans l'infini où elle trouvera rien jusqu'à on pourrait même dire qu'elle devient folle quoi. Enfin il y a des passages où on a l'impression qu'il y a une folie qui s'installe. Ouais, c'est ça. Et dans cette fuite finalement dans cette fuite face à ce qu'elle a fait quoi, elle finit par tomber effectivement sur ces fameuses muses ou déesses ou guerrières. Alors c'est tout sauf un hasard. Parce que déjà, ça explique son envie d'enfant, ça c'est évident. Ce rite initiatique de la poursuite qu'il a fait passer par 1000 étapes, par l'oubli, parce qu'on a quand même une case qui est magnifique, où on voit le corps se décomposer et passer sur le blanc, un blanc immaculé, où elle n'existe plus. Et en fait, tout ça est synonyme de douleur, parce que cette course effrénée pour récupérer cet enfant qu'elle n'atteindra jamais, eh ben concrètement, c'est de la douleur, c'est de la souffrance. Elle a mal, vraiment. Et c'est de cette douleur que naît la rencontre, en fait, finalement. Parce que, n'oublions pas que ces Amazones divines, elles sont, on l'a dit tout à l'heure, inhérentes, elles sont, nées de la douleur des femmes, et ça n'est que logique
que la douleur d'Hippolyte les appelle. C'est une balise, en définitif. Et elle se retrouve face Ah, à tu l'as ces- vu à comme ces ça. créatures. Ah, intéressant. Je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, je me suis dit, c'est vraiment le destin divin, quoi. Mais c'est intéressant de le voir comme ça. Il n'y a pas de destin. Il y a un sens, La douleur qu'elle Ouais, vit à ce moment-là, c'est la douleur des femmes. La douleur de l'enfantement, de la perte de l'enfant, de la maternité inassouvie. Non, c'est une douleur intense et c'est ça qui lui fait rencontrer les êtres divins. Rien d'autre. Et pour moi, tu as un sens hasard. mythologique aussi. C'est qu'en fait, elle était au départ dans une ville, donc au sens grec, elle était dans une cité. Ouais. Les parents décident de ne pas l'éduquer. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc elle doit sortir le bébé de la cité. Donc elle va le déposer le corps dans un bosquet. Donc le début de la sauvagerie. Et en fait après tout le reste de cet épisode, c'est elle s'éloigne de plus en plus de la civilisation. Et au final, elle rencontre ce qui est l'opposé total du statut de la femme en Grèce, donc c'est-à-dire l'Amazone, c'est-à-dire la femme sauvage qui est en quête de vengeance, quoi. Alors, Ouais. Marty, tu as dit que Hippolyte était connu pour les amateurs de Wonder Woman. Pour ceux qui ne le sont pas, tu pourrais nous dire pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il s'agit de la mère de Diana, de Wonder Woman. Et... Pardon? Non, c'était C'est sa maman, il a dit, c'est sa maman. C'était inutile, totalement inutile. Ça veut dire maman en grec, c'est ça. Et, mais en fait, c'est aussi intéressant cette histoire d'Amazon créée à partir des âmes de défuntes, puisque ça préfigure déjà un petit peu la création de Diana, puisque dans sa version classique, Diana n'est pas la fille de Zeus comme c'est le cas depuis les New 52, mais c'est une création d'Hippolyte qui a façonné Diana directement dans la glaise. Et je crois qu'il y a des versions qui disent que C'est Zeus qui lui accorde la vie normalement. ah d'accord, ok. Mais elle accueille, je crois, l'âme justement d'une guerrière ou un truc comme ça. Je crois qu'il y a des versions où il y a une histoire, me semble-t-il, de réincarnation. C'est possible ça. Oui, après les versions, voilà, hein, les C'était versions. pas chez Azarello, ça? Non, Non, Azarello, c'est Zeus. Voilà. Ah oui, Non, oui, c'est Zeus, son papa. Oui, chez Justement, Azarello, c'est ce qu'on peut critiquer un peu dans son run, c'est qu'il a cassé en fait ce côté. Elle a fait un bébé toute seule de ses propres mains. Oui. C'est ça. qui était un petit peu dommage. Il a ramené la mythologie au premier plan, mais C'est ça. Je suis d'accord avec toi, c'est un des passages que j'aime le moins sur le Ouais. sujet. Ouais. Et puis évidemment, Hippolyte qui court après ce bébé qui disparaît dans la rivière et qu'elle ne retrouve pas, on se doute aussi que ça préfigure déjà Oui. l'arrivée de Diana, ce Évidemment. bébé qui lui est offert par les dieux en fait. Très bien. Oui. La deuxième partie est donc avec l'homme qui a tout vu, l'homme qui sait tout. L'homme qui se souvient de rien, surtout, c'est ça. L'homme qui, comme Blackie, a relu pendant ma. Ah non, alors moi je vais être clair, hein, je l'ai refeuilleté avant le podcast. Hein. J'ai mis une heure à refeuilleter. T'es en train de le feuilleter, là, je te vois. Mais non, Ah, bien sûr. Je suis. Le trou de mémoire, c'est pratique. C'est pratique. il y a Le un trou mois, de mémoire, je l'ai ça lu permet ce aux week-end. autres d'intervenir. Ouais. Je l'ai lu il y a un mois, je l'ai lu ce week-end, je l'ai lu hier soir, je l'ai relu là rapidement au niveau du chapitre 2, et toujours, je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Comme ça, on est tranquille. Ah ben, c'est qu'il y en a beaucoup. Dragnia, du coup, Ouais. ce chapitre 2. Alors, De quoi on parle? ce chapitre 2. Après une rencontre avec une certaine tribu d'Amazon, enfin avec les tribus d'Amazon, donc Hippolyte va se retrouver un petit peu le bec dans l'eau, c'est-à-dire abandonnée à elle-même, et elle va partir en quête des Amazones. Elle va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Elle est dotée pour l'occasion d'une monture qui lui aura été confiée précisément par les Amazones, qui est en fait une monture. C'est un Pégase. On va dire, ouais, on va dire que c'est un destrier qui a été fourni à la base par Artémis et très divin en fait. Donc elle va commencer à errer, à essayer de trouver ces Amazones, et sur son chemin, elle va encore une fois croiser des hommes qui maltraitent des femmes, pour le coup. En l'occurrence, alors de mémoire, c'est des espèces de vendeurs d'esclaves qui vont. Ouais, c'est des négriers. Ouais, c'est des négriers qui ont exclusivement des esclaves femmes, et d'elle-même, elle va prendre sur elle de les libérer avec une certaine violence malgré tout, quoi. Et avant, en fait, elle, au cours de sa quête, Mhm. il y a une double page en fait où elle voit les victimes
de ces Amazones. Et tu te rends compte qu'en fait, l'ensemble de la société grecque était misogyne en fait, puisqu'il y a à la fois des bourgeois, on a l'impression que c'est un chef de gladiateurs, des paysans. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, toute la société maltraitait les femmes. Et quels que soient les hommes et leur niveau de social, c'est vrai que pour le coup, la femme était encore au-dessous du plus pauvre des hommes ou du plus mal loti des hommes. C'est vrai que pour le coup, c'est assez flagrant. Et donc, notre petite mère Hippolyte, elle va récupérer, elle va évidemment se débarrasser des esclavagistes, et elle va récupérer ces femmes enfants, en fait, finalement pour certaines d'entre elles, et les prendre sous son aile. Et alors, je fais vraiment une synthèse très très courte parce que honnêtement, j'ai pas tout. Oui, bon, je pense que tu peux là. Mais oui. tout Je cela me souviens plus surtout. va aboutir parce que tout à l'heure on disait il y a 7 tribus d'Amazon, on n'en comptait que 6. Et ben la 7e tribu d'Amazon, la voilà. C'est-à-dire que Hippolyte va décider par un chemin assez tortueux intellectuellement, mais logique finalement. Elle va décider de créer sa tribu des Amazones, à elle en fait. Alors, pas à elle au sens où elle se déclare reine d'elle-même, ça c'est un petit peu plus tard, et c'est surtout les autres qui vont l'élire. C'est-à-dire que on est hors du caractère divin, là cette fois-ci. Et comment elle récupère sa tribu, comment elle fait comment elle se fait? En gros, elle va récupérer un certain nombre, alors je crois que c'est au début 3 gamines, les prendre sous son aile, et avec le concours des autres tribus qui lui expliquent un petit peu comment elles vivent, certaines, alors, elles demandent, mais comment se fait-il qu'on vous voit pas, et comment se fait-il que vous faites pas attraper par les hommes, et etc. Et elles expliquent qu'elles agissent beaucoup la nuit, qu'elles ont chacun un domaine dans lequel elles vont se réfugier, etc. Et donc, en s'inspirant très largement, et en étant aidées, par à la fois les tribus, mais aussi par Artémis elle-même, pour le coup, elle va fonder sa propre tribu des Amazones. Et au regard des dieux, mais ce sont des humaines, du coup, elles sont pas. Oui, c'est des femmes. Non, mais À chaque fois que les Amazones interviennent, souvent il y a des femmes victimes qui sont libérées. c'est ça. Et en fait, Hippolyte propose à ses victimes, soit vous restez dans la société, soit je vous propose une autre option, me suivre et advienne que pourra, parce que son projet est pas encore très clair, etc. Donc, Alors, soit je vous propose une société de femmes, soit vous restez dans la société grecque. Alors, ce qui la différencie quand même des autres Amazones, c'est justement l'humanité, parce qu'elle fait preuve d'une certaine forme d'humanité au regard de certains hommes. Elle va faire preuve de plus de mansuétude, pour ne pas dire de miséricorde dans certains cas de figure. Elle va essayer de leur enseigner une certaine forme de tolérance. On est dans une humanisation du concept de l'Amazone sauvage qu'on a au tout départ. Même si, encore une fois, Artémis joue pour beaucoup la chasseresse, et donc sa sauvagerie, on a quand même la fondation d'une tribu amazone humaine, et hors du cadre divin. Et c'est ça qui est important, parce que dans l'absolu, c'est une insulte encore plus puissante qu'est faite aux dieux, finalement. Les premières tribus sont créées par des déesses. Là, l'émancipation vient de l'humaine, hors caractère divin. Blacky, je ne suis pas d'accord. Non, parce qu'en fait, alors oui, sur la création, c'est vraiment la création d'une communauté de femmes, on va dire classiques. Enfin, quand je dis classiques, non divines, mais elles sont quand même encadrées par finalement les différentes tribus. En fait, elles vivent en communauté à partir de ce moment-là, quoi. C'est comme si t'as les 6 tribus qui ont chacune de leurs caractéristiques, et finalement t'as la 7e qui est l'humaine, qui va finalement, c'est un peu ce qu'on comprend, s'inspirer et être éduqué par tous, ce qui va créer finalement cette communauté. Ça va un peu t'orienter vers ce que tu connais aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est une question de lien avec. Pas en même temps. Thomas. Vas-y, Thomas. Ouais, pour moi, les Amazones ne cherchent pas à recruter. Elles forment un groupe fermé. Elles ont un projet clair et restent dans leur groupe. Hippolyte propose en fait une ouverture, c'est-à-dire de recruter d'autres femmes et d'ouvrir le projet de départ et de proposer une utopie en fait. Pas d'être juste dans la vengeance, mais d'être aussi dans un projet de construction. C'est en ça que je parle d'humanisation. Par la déesse de la chasse. Donc elles sont protégées la nuit, etc. Donc il y a quand même un rapport au divin. Par contre, elles ne suivent pas le projet de départ.
elles ne suivent pas le projet de départ et elles-mêmes ne sont pas des créatures divines au sens propre du C'est terme. ça. Ouais. Donc on est aussi là dans une forme d'émancipation. Parce que quand on parle du statut de la femme au travers de la société humaine dans son ensemble et tout au long de l'histoire, on parle beaucoup on doit parler de la possible émancipation de la femme. Et quoi de mieux dans le symbole de l'émancipation de la tribu humaine, appelons-la comme ça, des Amazones, et ben quoi de mieux que l'émancipation au divin. C'est-à-dire que elles dépendent du dieu, elles coexistent avec, mais à aucun moment elles ne sont inférieures aux autres Amazones. Elles s'estiment pas comme ça. Et d'ailleurs, il y a un encadrement, on va dire, on a des tribus Amazones et des déesses qui vont leur expliquer comment les règles se jouent, comment tout ça marche, mais finalement, elles font leur propre loi, leur propre concept. Alors le concept de base, c'est-à-dire le groupe de femmes qui a été terrorisé par les hommes reste identique, mais effectivement, on humanise le concept. On n'est pas systématiquement dans l'affrontement, dans la violence, dans la haine. Même chez les Amazones humaines qui auraient tendance à faire ça, puisqu'il y a quand même des petites violentes dans l'histoire, hein, pour le coup, eh bien, on leur explique que, et c'est d'ailleurs le premier moment où on reproche à une femme le meurtre d'un homme. Alors qu'avant, on estime, oui, c'est dans le domaine de la vengeance. On a un moment une gamine qui va tuer, alors pas n'importe qui en plus, dommage, c'est un rejeton d'Apollon. Elle va tuer un gamin par pure vengeance et on lui reproche ce meurtre. Non, il est tué dans le temple d'Apollon, c'est pas. Ouais, c'est plus ça. C'est pas. Alors, Non, c'est pas un rejeton, c'est juste un croyant d'Apollon, quoi, qui est tué dans son temple. En fait, si. D'ailleurs, Dragnir, ça a une origine mythologique, en fait, ça, chez les dieux. Regarde. Là, si vous allez à cette page-là, il n'y a pas de numérotage de page, Apollon dit, il est pour moi, pour ce qu'ils ont fait à mon magnifique garçon. Alors, je sais pas Oui, Ça, c'est deux choses. Pour moi, c'est à la fois, comme le dit Marty, mais je te laisserai développer Marty. Et pour moi, en fait, c'est une allusion à la pédérastie en Grèce, en fait. Ah, tu l'as vu comme ça, toi? Je l'avais pas envisagé comme ça. Mais Apollon, moi, je l'ai pas vu comme ça non plus. Hein. Moi, je l'ai vu comme c'est incroyant de mon temple, donc c'est mon enfant, quoi. Je l'ai vu comme ça, moi. Ah, il envoie quand même mon magnifique garçon. Ok. Bah oui, Attends, Marty. Dragnir, tu le vois comme un fils. Blacky, tu le vois, toi, plutôt comme un disciple. Oui. Toi, tu le vois... comme un violet. Tu le vois comme un garçon qui se fait violer. Marty. Et moi, je le vois tout simplement comme juste un garçon qui a été tué dans le temple, et vu que Apollon est furieux, il dit « Regardez mon magnifique garçon », juste pour appuyer le fait qu'il y a eu un meurtre dans son temple. Ce qui d'ailleurs renvoie à la mythologie où les dieux, quand on fait des saloperies dans leur temple, ils sont pas contents. Par exemple, dans le mythe de Méduse, la pauvre Méduse, elle est violée par Poséidon dans le temple d'Athéna. Donc, mais la pauvre Méduse, elle y est pour rien. C'est une femme, tout comme Athéna. En plus, Poséidon et Athéna se détestent. C'est sa némésis à Athéna, Poséidon. Et pourtant, Athéna va punir Méduse. Parce que elle a fauté dans son temple, combien même elle n'y peut rien, la pauvre, si elle a été violée. Donc il y a vraiment un côté dans la mythologie grecque de le temple, faut savoir que c'est la maison du dieu. Ce n'est pas du tout une église. Il n'y avait pas de cérémonie dans la Grèce ancienne dans les temples. Dans le temple, c'est l'endroit où se trouve la statue du dieu. On peut y aller faire des demandes au dieu, mais c'est pas une église ou une mosquée, quoi. C'est vraiment la maison du dieu, et il est interdit d'y faire quoi que ce soit. Des offrandes, on peut faire des offrandes. Faire des offrandes. Tu donnes à manger au dieu. Voilà, oui, c'est une offrande. Si tu regardes bien la case, qui est, en fait, juste pour la décrire, donc tu vois le temple, elle sort du temple, et après on revient sur le visage du dieu, qui devient flou et qui se transforme en dieu. Parce qu'en fait, c'est ça, les statues grecques, c'est des dieux. C'est pas du tout comme le christianisme où c'est une statue est un symbole. Non. La statue grecque, c'est un dieu. En fait. Ça, c'est vrai que... Oui, puisque dans le Hercule de Disney, la statue de Zeus, en fait, Zeus, il s'incarne. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Ah, belle référence. Je m'y attendais pas à celle-là. Mais pas mal. Le Hercule de Disney. Le Hercule de Disney, c'est n'importe quoi côté mythologie, mais ça, le fait que le dieu s'incarne dans la statue de marbre, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, le marbre n'était pas choisi par hasard comme matériau pour représenter les dieux.
Ah, mais c'est fréquent cette représentation-là de mémoire dans le film Le Choc des Titans. On avait également la déesse qui parlait, enfin, le visage de l'actrice se transposait sur la statue et elle parlait au travers de sa statue. Oui, C'est vrai oui, que pour tout le à coup, fait. je l'accorde. Mais moi, ce qui m'a trompé ou pas, je sais pas, c'est le choix du terme, mon magnifique garçon. Bah. Et je sais pas, dans l'absolu, j'ai interprété ça comme si on était face à un de ces rejetons, quoi, vraiment. Mais je me trompe sûrement au regard de ce que vous dites, ouais. Non, mais pourquoi pas. Non, mais c'est une vision, hein. Écoute, de toute façon, Donc, du coup, Et au-delà de ça, justement, appelons ça un meurtre, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui va poursuivre ce garçon et le tuer dans le temple, donc c'est effectivement, là, pour le coup, une offense divine totale. Apollon, au regard de ça, et ce sera la fin de ce chapitre, Apollon va réclamer auprès de Zeus vengeance, ce qui va aboutir à ce qui va suivre dans le 3e chapitre, c'est-à-dire une guerre, littéralement, entre... parce que là, les Amazones, dont l'existence était restée secrète, Zeus savait, hein, mais pour l'instant, les déesses avaient décidé que les Amazones devaient rester secrètes en termes d'existence. Eh bien là, clairement, leur existence est dévoilée au grand jour. Les dieux ne peuvent plus l'ignorer, ne peuvent plus ignorer l'affront qui a été fait à la fois aux dieux dans leur ensemble et à Apollon. Et Zeus va jouer là-dessus pour déclarer une petite... Ne vole pas la vedette à Blacky. Prenons. non, mais c'est la fin, c'est la transition. C'est parfait, c'est parfait. Il va parler comme il n'a jamais parlé dans un podcast des GG. Blacky, c'est à toi pour la 3e partie. Et c'est là qu'on va voir. Acclamez-moi. C'est là qu'on va voir la différence entre l'amateur et le mec talentueux. C'est ça. Ouais. Attention, mettez les lunettes de soleil, hein, vous êtes éblouis. Donc chapitre 3. Ça, ouais. Chapitre 3, donc effectivement ce que disait Dragnir, parce que je vais prendre le relais, à la fin du chapitre 2, et la révélation que des Amazones, de ce qu'elles sont et de leur mission. Donc effectivement ce chapitre 3, c'est la vengeance de l'homme. Et la vengeance de l'homme au début, qui est manifestée donc par Zeus et tous les dieux grecs, au départ ils se disent bon on va pas y aller en fort. Waouh, Martin a mis ses lunettes de soleil. Wow, il faut que je shine là, c'est bon. Donc les dieux et donc Zeus, ce qu'ils décident de faire, c'est avant d'agir et d'y aller tous ensemble, on va envoyer une petite force qui est Hercule. Et donc, on envoie Hercule chez les Amazones, et donc on va découvrir ce que vont faire. Donc, quand je dis les Amazones, maintenant, je te parle bien des humaines et de l'ensemble des tribus, puisque maintenant, c'est clairement établi, c'est une communauté, elles vivent toutes ensemble, elles ont leurs propres règles, et là, elles tombent face... Il y a plus qu'un truc. Le bordel. Pardon, tu dis, Cab? Donc maintenant, il y a plus de tribus, c'est un seul groupe. Oui, bah, en fait, chacune a leur particularité, mais c'est vraiment une communauté. Donc, et là, on se retrouve à Zeus, donc demi-fils de Dieu, qui va affronter donc les Amazones. Et donc, Cave, contrairement à ce que t'as pu voir dans le passé, donc Zeus arrive en se la pétant en disant, bah, je vais vous défoncer, quoi. Et en fait, pardon? C'est Hercule qui arrive en se la pétant. C'est Hercule qui arrive en se la pétant, c'est pas... Oui, c'est ça. Ah oui, pardon, oui, je me suis trompé. Donc non, je parle bien de Hercule. Tu as parlé de Zeus, demi-fils de Dieu. C'était un peu bizarre. Ah oui, d'accord. Donc non, je parle bien de Hercule, effectivement. Et donc il arrive pédant en disant vous les femmes, je vais vous défoncer quoi. Et puis arrive ce qui arrive. Les Amazones le défoncent mais comme jamais. C'est-à-dire que là on est sur le Père Noël est une ordure. Hein. C'est-à-dire qu'on le découpe en petits morceaux, on en fait un petit sac et puis on l'envoie à Zeus, tu vois. Donc bon. Donc Zeus, il a pas trop apprécié, vu que on parle un peu de son fils quand même. Et conclusion, donc c'est tous les dieux qui vont attaquer Amazon. Enfin, quand je dis Amazon, je parle de Themyscira, donc cette fameuse communauté, hein, puisque ils ne sont pas encore sur une île. Oui, qui n'est pas encore Themyscira. Et donc, tu veux dire tous les dieux masculins ou tout à fait. Non, tous les dieux masculins, mais Héra toujours en retrait. D'accord. Et les déesses, d'ailleurs, je me rappelle plus si elles les aident directement, mais il me semble pas. Par contre, t'as les tribus qui sont là, les vraies tribus divines qui vont faire ce conflit avec les femmes. Donc, je te cache pas que c'est mal barré pour elles, hein. Ça charcle, hein. Ça picote.
parce que il n'y en a pas beaucoup qui en sort vivant de tout ça. Mais c'est là que Hera agit, puisqu'en fait depuis le début du récit, elle te dit que, enfin, tu comprends qu'elle a un plan, quoi. Elle te dit, je m'implique pas. Vas-y. Elle a un plan, mais je trouve que ce personnage vachement intéressant parce qu'elle est Elle fait hyper le négative. cigare et elle s'appelle Dans Hannibal. l'épisode 2, t'as un épisode où elle dit, où tu vois des projections du futur, où elle dit en gros, de toute façon, les femmes ne seront jamais libres. Oui, elle dit c'est Oui. voué à l'échec. Mais c'est un Oui. personnage super ambigu, hein, Hera. Oui, tout à fait. Mais moi, je le vois un peu, tu vois, un peu comme le Doctor Strange du MCU, en disant, je ne vois qu'une seule issue, j'ai qu'un seul plan dans les 3 milliards trucs qui peut tourner plus ou moins bien, tu vois. Je le vois un peu comme ça, son attitude, quoi. Et donc, elle balance des phrases en disant, oui, bah c'est voué à l'échec et tout. En fait, ce qu'elle arrive à faire, hein, je vais un peu vite, hein, elle arrive à négocier en fait une trêve pour les Amazones. Mais c'est une trêve finalement qui est pas super positive, hein. C'est-à-dire que ça. Elle est plus moi que ça. je le vois comme ça. Elle concède une espèce de victoire et en fait, en définitif, elle permet aux Amazones d'obtenir un truc comme si c'était une punition. Ouais, non mais voilà, c'est ça. Elle a une trève en acceptant la victoire des hommes, mais il garde vivant en fait cette fameuse communauté. Sauf il faudra l'écarter de la population en fait, et donc l'immobiliser, quoi. C'est en ça qu'elle est maligne, parce que depuis le départ, c'est certainement pour ça qu'elle n'entre pas dans le conflit, elle se laisse la fameuse porte de sortie, et moi je reste persuadé que dès le départ, en plus avec son histoire de voir les différents futurs passés et présents, dès le départ, elle sait qu'elle elle va œuvrer pour obtenir ça. Elle sait qu'il n'y a pas de victoire possible contre les hommes. Par contre, il y a la possibilité de créer une société féminine. Sauf que Zeus l'aurait jamais permis. Et en ayant vaincu au préalable cette société, il les punit, entre guillemets, sur comment dirais-je, Hera va lui chuchoter à l'oreille. Oui, c'est ça. Finalement, elle obtient ce qu'elle veut. C'est-à-dire que le message est de considérer que la femme, au sens large du terme, ne combat pas que par la force brute comme peut faire l'homme. Elle agit aussi par ruse. Pour moi, elle obtient pas ce qu'elle veut. Pour moi, elle obtient pas ce qu'elle veut. Parce que ce qu'elle veut, c'est l'égalité, etc. Non, elle le dit jamais, ça, Hera. Ouais, mais... Autres, oui, mais elle le dit jamais. Oui, mais... Elle dit systématiquement... Non, pour elle, ce qu'elle obtient, c'est le mieux qu'elle puisse obtenir. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est différent quand même, hein. Enfin, moi, je le vois pas comme toi. Pour moi, c'est pas sa volonté d'arriver là, c'est le meilleur plan pour arriver à en tirer le meilleur truc. Tu vois, mais pas forcément ce qu'elle veut, puisque dans l'absolu, elle voudrait que cette société soit au milieu de tout le monde, quoi, tu vois. Mais le seul truc qui lui permet avec ses dieux, c'est finalement d'être reclus, mais on te laisse la créer, quoi. C'est pas ce qu'elle veut qui est important, et d'ailleurs elle le laisse sous-entendre depuis le départ. Elle sait que c'est voué à l'échec, donc elle sait qu'il n'y aura pas d'égalité au sens où elle a envie. Par contre, elle sait où elle veut aller et elle sait où elle pourquoi elle reste éloignée du conflit, pourquoi elle s'intègre pas au truc. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce de peur de Zeus, certainement. Il y a une volonté politique et il y a une planification de tout ça, parce qu'elle intervient à un moment précis, au moment où la défaite, elle est quasiment consommée. Et elle dit, elle sait que Zeus, si jamais elle le laisse aller au bout, ça va être extermination totale. Ah bah, Je vous rappelle ce qu'il a fait avec ses parents. Zeus, hein, donc pour le coup, mais enfin ses parents n'étaient pas très sympas non plus, tu me diras. Mais là, elle le conduit. Il y a un proverbe qui dit la femme suit l'homme, elle le suit exactement sur le chemin qu'elle lui a fixé. Eh ben c'est un peu ça finalement. Hein, j'espère que mon propos n'est pas misogyne pour le coup, mais c'est un petit peu dans ce sens-là que ça joue. Je crois qu'Hera, dès le départ, elle sait qu'il n'y aura pas d'égalité, mais elle veut les conduire à ça, à une société féminine. Okay. C'est ça. Non, mais elles sacrifient leur liberté en échange de ça. Oui, c'est ça. C'est ça, absolument. C'est une espèce de pacte avec le diable. Ouais. Ça discute beaucoup. C'est un sujet, donc, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Attends, j'ai pas fini. Il reste quand même une petite partie, parce qu'il y a quand même une fin, parce que tu sais qu'à dès le premier chapitre, ce fameux bébé qui a été laissé par Hippolyte, oui. En fait, l'âme a été récupérée par Hippolyte.
Tu me vois venir maintenant. Je te vois venir. Voilà, donc cette fameuse communauté des sept divinités, si on compte les humains comme divinités, a donc maintenant son île. Hippolyte est donc érigé en tant que chef de cette communauté, et donc Héra va offrir un bébé qui est sculpté dans le sable, je crois. Je sais plus si c'est de l'argile ou du sable. Ouais. Pour moi, j'avais en tête que c'était du sable. C'est de l'argile. Non, mais il me semble que là, c'est le sable de la plage, quoi, avec l'eau, quoi. Tu vois. Elle se jette dans l'océan. Elle se jette dans l'océan. On pense qu'elle est en pleine noyade et finalement, elle dessine un bébé sur la plage. Voilà, c'est ça. Et donc Héra va insuffler l'âme de ce fameux bébé dans cet être de sable, finalement, de sable de terre, pour donner donc Wonder Woman. Et le récit s'arrête ici. Et petite précision aussi juste, il y a un personnage qu'on n'a pas trop évoqué qui est important dans la toute fin, c'est Artemis, qui de toutes les déesses est celle qui est qu'on voit le plus et qui est celle qui, on va dire, chapeaute est la première à bien vouloir chapeauter ces Amazones humaines. Et en fait, Artemis cède un de ses noms, donc Diana, à l'enfant d'Hippolyte, qui boucle un peu la boucle et qui nous donne aussi un peu une explication logique de pourquoi est-ce que Diana a un des noms d'Artemis, qui finalement est un peu avec Héra, la déesse patronne de ces Amazones, et de par sa nature de chasseresse, et aussi alors Artemis, je crois que comme Athéna, c'est une déesse qui reste vierge, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas elle a pas de compagnon connu. Il me semble. Donc elle est vraiment indépendante des hommes. Et c'est un nom aussi, Artemis, qui est important dans les Amazones du comics Wonder Woman, puisque vous avez une des Amazones qui porte le titre de Wonder Woman, c'est Artemis de Barra-Midal. C'est un nom qui a vraiment une importance. Qui pour le coup est beaucoup plus violente que Diana. Oui, c'est ça. C'est la déesse la plus c'est la déesse la plus investie, ça c'est indéniable, c'est celle qui intervient le plus, Artemis. Hein. Oui. En donnant sa propre monture, en les épaulant continuellement, et elle leur lègue une part de sa sauvagerie en fait. C'est ça. Oui. Mais je trouve que ce que dit Marty est comme dieu antagoniste, comme c'est son frère. Ouais. Mais je trouve que Marty, ce que dit, c'est hyper intéressant parce que effectivement, dans le récit, il s'avère que Artemis est sûrement la déesse la plus importante si je mets de côté Héra. Et effectivement, ça peut s'expliquer de la part de l'autrice qui a utilisé ce choix-là, puisque effectivement c'est un symbole qui est très présent dans les comics de Wonder Woman, quoi. Quand je dis un symbole, je parle de la déesse Artemis. Hein, quoi. Tout à fait. Moi, pour finir sur l'histoire vite fait, de ce que je vois d'un œil extérieur, ne l'ayant pas lu, c'est que ça reprend en fait une partie fortement connue, à part le premier chapitre qui va effectivement faire nous découvrir des choses nouvelles, comme les multiples Amazones, le fait qu'elles viennent d'âme en peine, etc. Mais après, à partir du chapitre 2 et 3, on est sur quelque chose de plus classique qu'on a pu déjà entrevoir, et qui du coup va raconter un peu une histoire un peu classique. Par contre, à vous entendre débattre, on voit que c'est un titre qui a énormément de thématiques et qui traite de énormément de choses. Est-ce que Blacky, tu peux commencer par un premier, puis après on déroulera le. Alors, le premier, c'est forcément le machisme, quoi. Enfin, je veux dire, alors c'est très simple. Je vais te montrer, Cave. La première image de Zeus, c'est ça. Je sais pas si tu vois. Je vois. Ouais, ok. Il est Donc, énorme, bon. il est bleu, il est cornu. Un petit manspread, Et je te cache pas que quand il commence à parler, la misogynie, elle est là, elle est bonne dès les premières phrases. Hein, alors là, c'est clair et net. Et clairement, ce bouquin est avant tout, une dénonciation de la misogynie et évidemment essayer de rendre le pouvoir aux femmes. Quoi, c'est vraiment la lutte homme-femme. Ça traverse le bouquin. Hein, c'est dès les premières phrases, tu le comprends. Enfin, je veux dire, là, il y a la Casey DeConnick, elle est pas fine à ce niveau-là. C'est-à-dire que t'as un gros alerte dès les premières phrases. Elle va dire, je vais te parler de machisme. Et il y a mon chat qui me regarde, il est d'accord avec moi, vous voyez. Et vraiment, on est là pour dénoncer des sociétés patriarcales. Hein. On est dedans, du début à la fin. C'est le patriarcat qui est dénoncé et comment finalement des déesses vont essayer de lutter pour pouvoir trouver une place à une société féminine. D'ailleurs, c'est pas forcément
très optimiste, je trouve, comme message à la fin, parce que on finit par comprendre, oui, je te laisse Thomas après, que la solution, c'est essayer de créer dans un coin en se cachant des hommes, quoi. Ok, Thomas, du coup. Et juste en fait ce que je trouve hyper intéressant, c'est que elle reprend elle le dit dans l'interview au début, c'est qu'en fait à la fois elle parle de l'histoire, on en parlera après, mais elle parle aussi de l'actualité, et en fait elle reprend la théorie du genre, parce qu'en fait au départ être Amazon, c'est avoir été créé par des déesses, donc un ordre naturel. C'est d'ailleurs ce que dit Zeus au début, il dit si les hommes dominent, c'est parce que par la nature les hommes sont plus forts. Et ensuite, Hippolyte dit, en gros, elle dit aux Amazones, non, en fait, on peut choisir de devenir quelqu'un d'autre. Donc, en fait, pour moi aussi, c'est l'idée de dire, on choisit aussi d'être une femme, et que c'est pas une seule condition génétique, c'est aussi un choix. Et parce qu'il y a toute une histoire, à un moment, d'une métamorphose d'animaux transformés en femmes. Donc, il y a cette idée de métamorphose, et donc de se transformer soi-même pour être autre chose. D'ailleurs, il y a Jiménez le dit, pour lui, dans la représentation des personnages, il y a un aspect queer. Et en effet, il y a des allusions à l'homosexualité qui sont faites. En même temps, il y a toujours eu des allusions à l'homosexualité à Témiscria. Ouais. Oui. Marty, une autre thématique peut-être. Comme tu l'as dit, il reprend plein de choses. De Koning, elle reprend plein de choses qui existaient avant, sauf qu'elle en fait pour moi, quelque chose de construit en fait. Une synthèse, ok. Une synthèse. Marty, une autre thématique peut-être. Alors, une thématique, c'est l'usage de la violence. Alors forcément, on est dans la Grèce antique, c'est un monde beaucoup plus violent qu'aujourd'hui, où il est admis qu'on peut régler certaines querelles par la violence. C'est aussi des temps un peu plus rudes, on va dire, qu'aujourd'hui. Et au final, on s'interroge à la fin, est-ce que cet usage de la violence, est-ce qu'il a finalement amené à quelque chose de positif ou pas? Elles obtiennent leur liberté, certes, mais elles sont sur leur île, coincées dans leur prison dorée, finalement. Oui. Voilà. Il y a le cas donc de ce jeune garçon qui est tué. Alors, on apprend en fait que au début, lorsqu'elle le laisse partir, ils font oui, c'est qu'un jeune garçon. Puis on apprend que c'était le pire de tous les tortionnaires. Il a même défiguré une des prisonnières. Donc finalement, c'est un peu juste qu'il soit assassiné, mais il est assassiné de manière traître et surtout à un endroit et à un moment où il fallait surtout pas faire ce move-là parce que stratégiquement parlant, ça a eu des répercussions catastrophiques. Donc c'est assez intéressant de voir, finalement, je ne sais pas quelle est vraiment la position de Kelly Sudokonic. Est-ce qu'il y a une violence aussi exacerbée parce que c'est la Grèce antique / mythologique, ou est-ce que il y a un vrai message derrière? Je m'interroge encore là-dessus. Ok, d'accord. Dragnir. Moi, je retiens le rapport au divin. On est dans une recherche émancipatrice de la femme, ça c'est vrai, indéniablement, puisque on peut difficilement dire le contraire dans une société bâtie sur l'idéal féminin ou ce qu'on peut s'en faire, mais aussi l'émancipation du divin, dans le sens où, encore une fois, ces Amazones sont uniquement et purement humaines, elles gardent les déesses et dieux à leur côté, elles s'en inspirent, mais elles essaient de sortir du caractère. Elles ne sont pas des créatures surnaturelles. Elles ne sont pas des créatures, elles sont pas des créatures surhumaines. On est dans l'expression de l'humanité par rapport au divin. Et le fait de combattre les dieux à la fin, littéralement, de combattre les dieux à la fin, pour moi, il y a un vrai rapport à la conception du divin et à ce que ça doit engendrer dans une société. À partir du moment où le divin devient toxique, devient mauvais au sens de l'extermination d'une société ou de son déclin, le message, à mon goût, c'est de le combattre par tous les moyens, quand bien même la cause est perdue et entendue, parce qu'on est face au divin, encore une fois. Donc c'est pas renier le divin, c'est s'en émanciper. Et en ça, c'est mon interprétation. Donc, je sais pas si, encore une fois, Madame de Konig, elle a voulu et le patriarcat divin, parce que il faut pas se leurrer, les panthéons en général sont très patriarcaux, même les mythologies des religions actuelles, on est sur des dieux typiquement masculins. L'émancipation de ce symbole
inhérent à la divinité masculine. Et je crois qu'il y a un truc à creuser de ce côté-là. Il y a une réflexion à avoir. Si elle l'a pas eu, moi je l'ai eu. Donc, comme ça, on est tranquille. Alors, pour être honnête, moi, je t'avoue que tout le long des chapitres, notamment sur le premier et le troisième chapitre, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un message vis-à-vis de la croyance à aujourd'hui, tu vois, parce que effectivement le Dieu il a tellement une place importante dans ce récit que bon enfin c'est un peu compliqué je trouve de pas se poser la question, mais je ne sais pas à quel point Kelly DeConnick a voulu ancrer son récit dans la mythologie d'Odyssée, d'accord? Et donc finalement décorréler les messages avec la place de la religion dans la vie, etc. Parce que quand même on a une communauté qui est élevée à travers la religion finalement en quelque sorte, puisqu'elles sont éduquées par les dieux. C'est comme ça que c'est présenté dans Historia. Et je me suis posé la question, est-ce que il y a un message en disant finalement l'homme, enfin quand je dis l'homme au sens général, pas l'homme masculin, est-ce que l'humanité finalement ne peut s'élever que grâce à la religion? Je sais pas si elle y répond, je sais pas si c'est ce qu'elle veut dire ou quoi que ce soit à ce niveau-là, mais il y a quand même un affrontement direct avec les dieux. Oui, mais avec les dieux, mais t'as les déesses quand même. Les déesses, le rapport de l'humanité, enfin de ces femmes avec les déesses, il y a quand même un rapport de maître à élève, tu vois. Ouais, mais déesse qui échoue un petit peu quand même finalement. Ah ouais. Non, mais alors là, vous êtes par rapport à la place de la société, parce que effectivement, elles échouent face à l'homme, mais face aux femmes, finalement, elles le remportent puisqu'elles arrivent à buter quand même un demi-dieu, quoi. Elles échouent. Demander la clémence des dieux. Encore une fois, pour moi, elles échouent pas face aux hommes, mais face à des dieux. Oui. Non, mais je suis d'accord. C'est différent. Et l'image justement du divin, c'est que on peut pas tuer une idée. Le Dieu les dieux, les religions restent quand même d'abord et avant tout des idéologies. On peut pas réellement gagner face à une idée. Par contre, on peut l'affronter. Et pour moi, je crois, enfin, encore une fois, c'est mon interprétation, de faire en sorte que des héroïnes, ou celles qui sont des héroïnes, ou en tout cas déclarées comme telles, n'hésitent pas à affronter le cadre divin et par conséquent la croyance qui va avec, c'est pas un hasard. Hein. Ouais. Je voudrais revenir moi sur la violence. Est-ce que le fait de montrer les Amazones très violentes et du coup échouer au final, même si elles gagnent une espèce de prison dorée, c'est pas montrer que même des femmes qui utiliseraient la violence, ça n'amènerait à rien et que du coup, ce qui amènera en fait après à ce côté ambassadrice de paix qu'on oublie souvent chez Wonder Woman, mais qui à la base les Amazones sont plutôt pour la paix et certes elles se préparent à la guerre parce qu'elles maîtrisent, mais globalement si on peut faire sans, ça sera mieux. Et c'est le principe du parabellum, hein, c'est prépare à la guerre. Prépare à la guerre pour mais non, mais en fait, alors faut bien comprendre que, enfin, elles perdent le combat, c'est-à-dire l'aspect viriliste, testostéroné, masculin, le poum poum bam bam. Mais si Thomas, elles perdent le combat, je suis d'accord avec Wagner. Mais bien sûr. Mais elles gagnent, en quelque sorte, par la ruse, finalement. Parce qu'elles emploient pas nécessairement les mêmes armes. Oui, mais justement, c'est ce que je veux te dire, c'est est-ce que Kelly Sue DeConnick veut montrer que la violence ne mène à rien et que du coup, par la ruse ou le dialogue, c'est intéressant, hein. Mais je crois qu'elle veut dire, enfin. Moi, je sais pas lu, donc c'est une question. Ce que je veux dire, moi, c'est très misogyne peut-être, mais je crois que ce qu'elle nous dit, c'est que la violence n'est pas une arme féminine. Oh, bon, je suis pas d'accord là. Vas-y Thomas. Moi, en fait, il y a deux choses. Il y a au départ, en fait, les Amazones sont la première génération d'Amazones, on va dire. Les filles de déesses sont dans une violence extrêmement brutale, indifférenciée contre la société masculine. Et donc là, Hippolyte leur montre que en fait, ce n'est pas une solution à long terme. Et donc Hippolyte propose autre chose, c'est-à-dire une sororité, une association, l'accueil des femmes,
dans un autre groupe pour mener en effet une opposition face aux dieux plus que à la société masculine. Mais- Par contre, moi je trouve la fin, parce qu'en fait Hippolyte va dans le monde des dieux et demande la clémence Oui. des Amazones et essaye de négocier pour obtenir, pour éviter l'extermination totale de son groupe et obtenir autre chose. Cette scène-là est assez trouble en fait. Il y a comme une femme qui demande la clémence des dieux. Oui, Donc oui. c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait d'accord parce que ces quelques pages sont à moi la première fois que je les ai lus, j'ai pas trop bien vu où ça voulait aller. C'est assez ouvert en fait. Hein. Ah bah pour moi c'est la preuve d'un semi-échec, c'est surtout ça quoi. Alors après, Dragnir. pour revenir brièvement sur les premières tribus d'Amazon, rappelons-nous que ce ne sont pas des humains. Donc ils réagissent comme réagissent les dieux. Avec les dieux, enfin dans la mythologie grecque, les dieux sont vindicatifs, cruels, ils sont tous sauf humains. Hein. Ils ont des caractéristiques très très poussées et des caractères très très durs et très très lourds pour chacun d'entre eux. Et justement, la proposition d'Hippolyte, c'est l'humanité. C'est de donner une forme d'humanité à un projet qui finalement était uniquement exclusivement divin. C'est là aussi un apport particulier puisque ça sous-entend certaines formes de clémence, une volonté de paix, une volonté de grandir et croître en tant que société. Et quand on va apprendre quand les dieux apprennent l'existence de ça, leur premier réflexe, c'est l'extermination. Donc bon, après, pour en revenir sur les pages dont tu parles à la fin, elle va opérer un compromis. C'est-à-dire, là encore, je crois que elle s'aperçoit que la violence en tant que finalité ne lui permettra pas d'obtenir ce qu'elle doit obtenir, et elle accepte finalement le compromis. Est-ce que c'est pas ça justement la base de l'humanité par rapport à la divinité qui n'accepte aucune miséricorde? Ah c'est intéressant. C'est ça. C'est intéressant. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, Cab, c'est que dans Historia, après je te laisserai reprendre le fil, effectivement, Kelly Sue DeConnick, je suis assez d'accord avec toi quand tu dis que finalement, mis à part l'installation, on est sur quelque chose de classique. Pour moi, je suis assez d'accord avec toi. Mais dans ce qu'elle fait finalement, il y a un côté de je fais un récit, mais je laisse ouvert comment vous pouvez l'interpréter parce que il y a quand même beaucoup de zones floues quoi. Tu vois, moi j'ai une manière, Dragnir en a une autre, Thomas une autre, et Marty aussi. Mais c'est vraiment un truc qui lâche ses thématiques et qui ne donne pas une conclusion certaine à ce qu'elle veut raconter quoi. Chacun il fait ses propres, sa C'est ça. C'est à la fois très mythologique, parce qu'on est sur des faits aussi bien historiquement, hein, la mythologie telle qu'on la connaît dans notre monde, mythologie d'ici, c'est à la fois très mythologique, mais en même temps, c'est extrêmement malin, parce que ça va, dans le traitement, aborder des sujets divers et variés, et des sujets qui sont juste essentiels pour le coup, quoi. Donc, ce qui fait la grande qualité de ce récit, à mon goût, c'est justement le traitement qu'en fait l'auteur, clairement, quoi. Il prend des thématiques connues, mais derrière, elle prend des thématiques connues, mais derrière, elle va les utiliser, les distiller savamment, en plus, afin d'en tirer quelque chose de différent de ce qu'on a déjà connu dans le même sujet. C'est ça qui est vraiment cool. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ok. Marty, est-ce que tu vois, toi, une autre thématique, par exemple? Alors, il y a très vaguement un peu la thématique du récit. Hein. Comme je le disais au tout début, c'est une histoire orale. Il y a l'histoire de la transmission de sa propre histoire, même si finalement ça reste peu abordé. Il y a peut-être un peu la force du discours aussi, puisqu'on a des gens qui argumentent, avec Zeus aussi qui dès le début pose les bases en disant les choses sont comme ça parce que depuis toujours on a décrété que c'était comme ça. Donc il y a un peu, il y a très vaguement la puissance des mots qui est évoqué, mais je pense pas que ce soit un thème non plus qui soit plus poussé que ça. Ça reste une œuvre dense, hein, je pense qu'on l'a vu avec toutes nos analyses. Il reste sans doute encore des thèmes, hein, là j'en vois pas forcément directement, il doit en rester... Moi j'en ai une dernière, t'as un truc qui va mettre en PLS tous nos amis d'extrême droite, c'est que on est clairement sur une communauté qui rassemble tout bord, toute origine et tout même taille, parce que tu as par exemple dans les divinités, tu as des naines, pour information Cab. La déesse de l'amour est en surpoids. Oui. T'as la femme black en surpoids.
Ouais. Ouais, Bon. la déesse de l'amour, par contre, j'y ai vu un peu, vous savez, les sculptures des déesses Oui, mères ou ce genre mais de oui, oui. choses. absolument. C'est Tout à fait. exactement ça. C'est C'est clairement ça. Oui, C'est oui. mais Cybèle je suis ou ce genre de complètement d'accord. choses. À la limite, j'ai vu une représentation d'une déesse de la fertilité plus que de l'amour. En Aussi, vérité. ouais. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, la symbolique est forte. C'est une ode. Ouais, effectivement, les connards qu'on déteste, ils vont en faire une crise d'apoplexie, mais vraiment une ode à une forme de diversité et ça marche. C'est ça Ouais. que le récit Oui, c'est est ça. qualitatif. Ça marche. La seule limite, je Diversité trouve que ethnique si on est et toujours dans la Ah, construction attendez, d'identité pas en féminine, même temps, Thomas. la seule limite, c'est si on est dans l'idée de construction d'identité féminine, c'est il y a pas de femme trans, par exemple. Et je trouve que ça aurait pu être intéressant parce que comme pour moi, il y a une idée, on devient femme, ça aurait pu être intéressant. Donc Ouais, un homme Ouais, mais il y a une époque qui fait que c'est, je sais pas, moi, je sais pas si si elle pouvait aller jusque là, quoi. Bah, ce serait Peut-être qu'elle aborder avait un pas certain grand-chose à dire. principe enfin, c'est emprunter un autre chemin sur un certain principe de transcendance. Et Mhm. je crois que là, ce serait un peu noyé. Ouais, C'est je vrai pense aussi, ouais. qu'ils mettent une petite touche, pourquoi pas, Mm. mais ce serait conférer à l'homme la possibilité de partir dans l'idéal Amazon, et c'est précisément ce qu'elle veut pas mettre en avant par rapport à la Ouais. position des dieux. Ouais. Et sur Ça aurait l'intro, été elle le vraiment, dit. Pardon? Ouais. Et dès l'intro, elle dit, à un moment, il y a une question qui lui est posée dans l'intro, elle dit, je suis une femme hétéro, cisgenre, etc. J'ai plutôt laissé Phil, qui est homosexuel, répondre à cette question, je sais plus quelle question, parce que elle-même, elle dit, voilà, j'ai mon point de vue, qui est le mien, de par mon vécu, de par la personne que je suis, de par mes expériences. Donc peut-être que la question de la transidentité, peut-être qu'elle voulait pas l'aborder du tout, peut-être qu'elle aurait aimé l'aborder, mais qu'elle a pas trouvé une manière intéressante de le faire, et qu'elle s'en est abstenue, hein, ça, peut-être que faudra lui DC a poser la pas question. voulu, hein. Aussi, c'est possible. Je crois qu'il y a un Il y a un truc, peu d'hésité quand même, hein. il y a un Ouais. truc plus simple, c'est que c'était pas le sujet. Oui, Tout aussi. simplement. Aussi. Sur cette, je dis pas qu'il fallait l'en exclure fatalement, mais c'était pas le sujet immédiat. Oui. Très bien. Et au niveau des thèmes, juste au niveau des thèmes, il y a aussi la symbolique, aussi bien par les mots que visuels. Les dessinateurs jouent beaucoup avec les animaux fétiches ou les Ouais. objets fétiches Les totems et tout des ça, Ouais. divinités. Ouais. Je sais plus, à un moment, il y avait une double page qui m'avait marqué où on suivait un personnage. À chaque fois, il y avait l'animal fétiche, souvent un oiseau de la déesse qui suivait le personnage. Si on est féru de mythologie, c'est vraiment, on s'amuse beaucoup à essayer de repérer les symboles. Où on va passer, je pense, bientôt à la partie graphique, mais les dieux, ils sont à moitié animaux ou à moitié mélangés dans leur look aux symboles qu'on leur connaît dans la mythologie, comme Dieu, par exemple, Zeus, par exemple, qui a les cornes de bouc, parce que le bouc, c'est un des animaux qui est assimilé à Zeus. Ou Poséidon, qui est un homme cheval, parce que c'est pas le poisson, mais c'est le cheval et le taureau qui sont les animaux fétiches de Poséidon. Parfait. Ah, juste avant de parler du dessin, je voudrais qu'on termine, puisqu'on a parlé des thématiques. Thomas, est-ce que tu pourrais nous parler de Kelly Sue DeConnick un petit peu? C'est le premier bouquin que je lis de Kelly Sue DeConnick. Ah, Oh, quelle honte. Tu l'as jamais rencontré? Non. Ah. Non. En fait, moi, je voulais, ce serait peut-être d'autres plus adaptés à en parler, mais moi, je voulais parler du rapport à l'histoire en tant que période historique. Elle dit au début qu'elle connaissait pas trop cette période et qu'elle s'est renseignée par des cours. Et je trouve que pour autant, elle présente elle a une Grèce antique qui est très juste. Comme on l'a dit, il y a l'abandon, le refus d'éducation des enfants qui est présenté. Jin A montre la saleté de la cité. Donc on sort de l'image des belles cités toutes propres. Non, on jette des ordures dans la rue. À un moment, les mortels ne peuvent pas regarder les dieux dans les yeux, sinon ils deviennent fous. Il y a aussi, pour moi, alors je sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais Marty l'a dit un peu, pour moi, il y a vraiment une réflexion sur la source de l'histoire. C'est-à-dire, comment connaît-on l'histoire? Il y a des mots en grec qui sont inscrits sur les pages. Il y a des extraits de pièces de théâtre. Il y a de nombreuses représentations visuelles. À un moment, quand on représente les dieux, en fait, ils sont représentés comme une fresque des cités gréco-romaines, enfin des logements gréco-romains. Il y a aussi l'éducation, justement orale, puisque les premières Amazones s'éduquent par elles-mêmes à l'oral. Donc c'est pas du tout un livre d'histoire, c'est avant tout un livre d'action, mais je trouve que elle présente vraiment une période qui est
ouais, ça passe quoi. Elle Ça passe. s'aventure pas trop quand même. Elle Non, présente quand même mais pas ce qui- trop le voilà. fonctionnement de l'époque. Enfin, Ouais, c'est pas le sujet hein, d'ailleurs. Hein. qu'elle choisit. Faut que ça reste un petit peu presque onirique. Faut que ce soit dans le domaine de l'imaginaire. Il faut pas que Ouais, ce mais soit. ce qu'elle choisit de présenter de la société grecque, ben c'est juste. Oui. Par contre, Tu vois. Ce qu'elle montre de la cité, c'est juste. Ce qu'elle montre de la situation des femmes en Grèce, c'est juste. Le rapport au divin est juste. Donc, Elle Paul, brise c'est un fort. petit peu. Elle brise un petit peu l'idéalisation qu'on a de la cité athénienne type, quoi, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Elle va aller sur un caractère qui est peu abordé dans les cours d'histoire, en vérité. oui, Mm. elle montre la violence ordinaire qui est faite aux femmes tous les jours en fait dans cette période aussi. Par contre, Ouais, la un violence petit point. intrinsèque à la société. Ouais. Par contre, je vais juste faire un petit point historien là, Thomas. putain, merde. Pour toi là. Putain. Non, Allez, on les a lancés là. Incohérence. On va leur mettre une bougie là aux Non. historiens là. Ah ouais, là c'est le moment très pointu. Tu dis, il y a un travail d'historien. Il y a même au début Héra qui cite Hérodote et Thucydide, les deux premiers historiens, hein, ceux qui sont considérés comme les pères de l'histoire, ce qui crée une incohérence puisque Hérodote, Thucydide, ils vivent au 5e siècle. Hérodote lui-même parle des Amazones. À un moment donné, dans son livre Historié, il parle de la possible origine des Amazones qui sont citées par Homère, un poète du 8e siècle. Alors que là, donc, on nous parle d'Aristophane, d'Hérodote, de Thucydide qui ont vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, d'un point de vue, histoire, mythologie et tout, il y a une petite incohérence quand même. Mais bon, c'est parce que, voilà. Mais il n'y a pas de volonté de coller à l'histoire réelle non plus de la part de Kelly Sudoconic. Ouais. Alors, Pour te j'aurais bien répondre demandé du à coup. Dragnea, s'il connaissait qui est Kelly Sudoconic, mais comme il déteste ce qui se passe chez Marvel, je suis pas sûr qu'il sache réellement. Non, mais qui est pseudoconique. Moi, je peux te faire un petit laïus sur elle si tu veux. Qui est pseudoconique, qui est connu pour plusieurs choses. Hein. D'une part, parce que je suis désolé, hein, mais c'est la femme de Matt Fraction. Hein. Donc. C'est comme ça qu'elle a commencé. C'est un peu comme ça qu'elle a commencé, mais alors moi c'est une scénariste où je vais le confesser, hein, j'étais pas un énorme fan de Kelly Sudoconic. Il faut savoir que elle a travaillé principalement chez Marvel dans le passé et ses meilleurs comics finalement c'était de l'indé puisque c'est elle qui avait fait Pretty Deadly et elle a fait le fameux c'était très bien Pretty Deadly et qui a fait le fameux Beach Planet. Vous savez, la licence, l'une des plus chères payées en France, par Glénat Comics, etc., oui. Quoi. En 2 séries. Et Beach Planet, justement, qui racontait, en gros, l'histoire un peu what the fuck d'une prison de femmes qui était une planète, hein. Bon, voilà, quoi. Donc, un propos, effectivement, très féministe, hein, pour le coup. Donc, c'est pas quand même pour rien qu'elle se retrouve un peu sur ce type d'histoire puisqu'elle maîtrise quand même le thème quoi. Après elle est aussi connue parce qu'elle a fait un long run sur Captain Marvel et justement moi son long run sur Captain Marvel apprécié. Bah ouais plutôt apprécié mais moi justement j'ai pas trouvé ça fou. Donc bon je trouve que c'est le boulot qu'elle a fait justement chez Marvel c'est plutôt anecdotique quoi. Contrairement aux autres œuvres qu'elle a développées en indé qui étaient je trouvais plus couillues quoi. Moi je pense que c'est là où elle a gagné un peu ses lettres de scénariste sur le Captain Marvel. Elle a su prouver, même s'il y a eu débat, qu'elle était capable de gérer une série mensuelle sur le long terme et c'est sûrement en dehors de Verne de Clermont pardon, une des personnes qui écrit le plus longtemps sur je crois qu'effectivement je crois que c'est SN qui a fait une vidéo dessus. Donc je vous invite à la voir sur son long run. Je sais que plutôt les gens ont dit du bien. Moi, franchement, ça m'est passé dessus. Franchement, voilà quoi. Enfin, j'ai trouvé ça anecdotique quoi. Je répondrai point. Mais bon voilà. Moi, m'a plutôt marqué sur ses œuvres indées. Et là, franchement, je pense qu'elle a signé son meilleur boulot, mais alors de très très loin, quoi. Mais vraiment, quoi. Après, évidemment, elle est appuyée par 3 artistes de fous furieux, quoi. Donc bon, là. Bah, tu vois, sur les indés, elle était déjà appuyée sur des artistes, effectivement. C'est vrai. Elle a eu Emma Rios, qui est une excellente dessinatrice sur Pretty Deadly. Ouais, et là, mais Beach Planet, un peu moins, quand même. Un peu moins sur Beach Planet. Et là, elle est épaulée. Dragnir, est-ce que tu peux nous parler de Phil Jiménez? Non. Ok. Je suis complètement incapable. Ok, très bien. Alors, Thomas, tu peux nous en parler?
Ouais, alors comme je disais, moi les premières pages de Phil Jiménez au début, je suis voilà, c'est dense. Et mais très rapidement, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que les 3 dessinateurs sont excellents, mais Phil Jiménez m'a vraiment impressionné. Je trouve que il joue. On parlait tout à l'heure des différentes morphologies des corps. Je trouve qu'il arrive à rendre à la fois les hommes et les femmes beaux et belles, mais sans être hyper sexualisés et sans rentrer dans des codes. Voilà. Aphrodite, elle est belle, quoi. Elle est en surpoids, mais elle est magnifique. Et je trouve très impressionnant, c'est qu'il sort des codes habituels de comment dire ça, de la représentation des Amazones. Oui. C'est-à-dire qu'il vise pas la Grèce antique, il vise plutôt la période classique française, c'est-à-dire Versailles, le Brun, etc. Il le dit et ça se voit, quoi. Les cuirasses des Amazones, c'est carrément ça, quoi. On se croit à Versailles. Et il arrive à ce que, comme on a expliqué, il y a 6 tribus d'Amazon au départ, et chacune est dans un monde un peu différent. Il arrive à créer à chaque fois des armures différentes et qui ont du sens. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. D'accord. La mise en page est magnifique et tout. Il arrive à donner du sens à chacune des cases. On parlait tout à l'heure des vases. En fait, il dans une double page, il alterne des fonds d'écran, donc t'as un espèce de code binaire. À chaque fois, dans les vases, les femmes sont en rouge pour présenter les différentes façons dont elles ont été victimes. Donc déjà, t'es impressionné parce que sur une double page, t'as, je sais pas moi, une dizaine de manières dont les femmes ont été victimes. Et après, tu tournes la page et il multiplie ces vases par 300, quoi, en montrant que c'est sur 1000 ans. Et donc t'es soufflé, quoi. Alors qu'il y a quasiment rien écrit. Il faut dire qu'il impose quand même un style à tout le récit. Juste une petite précision parce que Phil Jiménez, moi c'est un artiste que j'adore. Hein, c'est vraiment un gars. En plus c'est un gars qui est trop gentil, quoi. Voilà. Et Phil Jiménez, il est aussi connu pour avoir fait un passage sur Wonder Woman que je n'ai jamais lu, qu'une amie du forum connu et apprécié. Voilà, que Alexa m'a dit que c'est génial, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'un jour Urban le réédite, mais bon, je suppose qu'on aura un intégral maintenant, enfin un chronicle. Enfin bon, bref. Justement, je voulais demander à si quelqu'un avait lu le premier run de Jiménez sur Wonder Woman, et du coup, si on pouvait voir soit des ressemblances, soit des. Alors, des choses moi, ce que je peux te dire, c'est que je connais très bien, par contre, son style. Et donc, Phil Jiménez, un peu comme Nicolas Scott, d'ailleurs, c'est un style iconique, mais avec une mouvance plus réaliste, tu vois. Mais moi, je connais le style de Phil Jiménez. Ouais, et Nicolas Scott est d'ailleurs dans le même filon, sauf que maintenant Phil Jiménez travaille plutôt en numérique, donc on a des plages qui sont vraiment oufissimes dans la colorimétrie, enfin dans la colorisation, dans la découpage, etc. Là où Nicolas Scott va être un peu plus classique, mais après c'est normal, elle travaille au pinceau la vie, donc c'est un peu plus de boulot, quoi. Enfin, quand je dis un peu plus de boulot, je vais me faire défoncer par ma femme. Au pinceau, ça prend plus de temps sur certains points, quoi. Et j'ai l'impression qu'il a quand même un peu changé son style, Phil. Oui. Sur cet album. Alors, en fait, il a plus évolué. Il est, tu vois, c'est un peu comme Frank Miller. Il a découvert le numérique, mais en bien. Tu vois, c'est. il a cassé des barrières qu'il avait avant. Parce que moi, je l'ai déjà vu dessiner, hein, mais par contre, le style, tu sais que c'est du Phil Jiménez, quoi. C'est-à-dire que tu vois sa Wonder Woman, tu vois son Hippolyte, franchement, tu sais que c'est lui qui a fait, ouais, clairement. Et alors, juste un truc, là, il y a vraiment un truc, alors je sais que j'en ai parlé sur le Discord, mais il impose un style, alors on va essayer de le voir comme ça. Donc, on commence par une page noire, et tout de suite, t'as une double page qui présente toutes les déesses. Ouais. C'est un truc qu'il impose et qui sera repris par les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Et clairement, quand il travaille, c'est un feu d'artifice, quoi. Lui, on voit que ça lui a pris des années, mais parce qu'il a envoyé sa vie là. Là, clairement, il a dit bah les couilles, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vous envoie. D'ailleurs, la couverture est sublissime. Enfin, il y a un truc de fou, quoi. Non, la couverture est sublime. Ah ouais, et vraiment, enfin, il s'est pas moqué du monde, le Coco. Hein. Et je trouve que Urban, il fait un petit effet coloré sur le titre, tout ça, de la couverture. C'est tout simple, mais ça rend très bien en plus.
Le deuxième dessinateur, c'est Jin A, que moi j'aime beaucoup personnellement. C'est le dessinateur notamment de Top Ten, donc quelqu'un on sait qui est capable d'être ultra détaillé. Par contre, je l'ai suivi moi en indé puisqu'il a fait quelques Kickstarter que j'ai acheté, et je sais qu'il a un peu alourdi son trait. Il est beaucoup plus rond, moins mince, et moins détaillé actuellement. Dragnir, on est sur quel style à peu près actuellement? En fait, si on compare sa période avec je crois qu'il avait bossé avec Robinson sur Starman. Ouais, tout à fait. On est sur un dessin qui est beaucoup moins anguleux. On est sur un dessin qui est en plus, à mon goût, plus réaliste. Il est dans sa façon de représenter, notamment au niveau des faciès. On avait dans ses dessins auparavant un trait vraiment typiquement comique. Là, on a l'impression que le mec, il a commencé à rechercher dans les dessins un petit peu type Renaissance, dans la rondeur des faciès, dans la rondeur des visages. Alors, c'est peut-être à dessein pour que ça corresponde un petit peu à la représentation vivide qu'on se fait de la mythologie grecque. Non, c'est un style qu'il a déjà commencé à avoir mis en sur place. ses derniers indés, ouais, tout à fait. D'accord, j'avais pas vu ses derniers travaux pour être très honnête. Mais clairement, on est sur une représentation, très je vais employer un terme un peu à la con, mais botticellienne, je trouve. On est sur t'as moins raison. de figuratif. Beaucoup moins de figuratif que ce qu'il faisait avant, en fait. C'est marrant parce que quand tu me parles de Botticelli, ça me fait penser à dans ses premiers travaux, il a fait notamment la mini-série Cyclope et Phoenix, quand ils sont dans le futur pour éduquer Nathan. Et il y a un rendu un peu Botticelli dans les couleurs, je dirais. Ouais, l'ancrage est très différent. Dans ses débuts, il avait un ancrage très précis, tu sais, avec une fine bande noire, vraiment mixte. Alors que là, en fait, il y a quasiment pas d'ancrage, très, très subtil, et souvent que la couleur, tu vois, si la jambe est un peu marron, l'ancrage sera aussi marron. Et moi, je trouve qu'il fait une double page qui est juste magnifique, où tu vois une attaque des Amazones, où en fait les Amazones, tu vois que des morceaux de corps rouges. Tout le reste est dans couleur réaliste. Et donc, en fait, t'as l'impression que c'est du stop motion, tu vois, comme dans Matrix, où en fait les victimes sont bloquées et tu vois des mouvements de bras rouges des Amazones avec un découpage avec des cases blanches autour d'une grande scène. C'est juste, moi, j'ai adoré. En même temps, c'est un côté très violent, très sauvage, parce qu'on met en couleur une couleur vraiment flashy, c'est-à-dire celle du sang et donc du meurtre. Mais il y a toujours sur cette même page, t'as des drapés. Sincèrement, c'est la Renaissance italienne, quoi. Il y a rien à dire là-dessus, quoi. C'est vraiment non. On a un dessin qui est beaucoup moins figuratif, ça je l'ai déjà dit, et vraiment tout en rondeur, tout en finesse, hein, vraiment c'est très très bon. C'est du très bon. Moi il y a des moments, ça m'a fait penser à du Corben. Alors attention, moins exagéré et tout, mais dans les textures et tout, etc. Pardon? Moins caricatural. Oui, non mais tout à fait. Non mais t'as raison, nettement moins caricatural puisqu'on est plus dans du réalisme. Mais il y a des moments, il y a des bouts de passage où ça m'a fait penser. Il y a des hommes, des fois, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à du Corben, quoi. Je crois que c'est les colorisations, notamment par rapport aux expositions à la lumière. Peut-être. On a chez Corben des expositions de lumière sur les faciès qui sont très marquées et très très bien rendues. Et là, on retrouve un petit peu, mais c'est moins agressif que chez Corben, en fait. Oui, je suis d'accord. Et justement, parce que c'est plus doux, le moment de violence, il en devient plus intense, en fait. Est-ce qu'on sent une vraie différence graphique entre les deux, ou est-ce que malgré tout, que ce soit par la couleur ou même s'il y a une charte, ou autre chose, même s'il y a une charte commune, c'est-à-dire que tu reconnais les personnages indéniablement, il y a quand même une distinction graphique. Ça, c'est indéniable. Oui. Okay. À votre avis, est-ce que c'est volontaire? Moi, je trouve que je pense pas. En fait, pour moi, il y a à la fois chaque artiste peut s'impliquer dans le projet, mais en même temps, comme le disait Blacky, Jiménez a posé des bases au départ. Les premières pages, les costumes des Amazones. Donc je trouve qu'on a vraiment le meilleur des deux, c'est-à-dire que tu as à la fois une facilité dans le récit parce que tu retrouves une structure et des designs communs, tu reconnais les visages, tout ça, et en même temps chaque artiste a réussi à affirmer, ne serait-ce que dans les costumes des rats par exemple.
où tu vois des influences assez différentes. Ou les représentations animales. Après, les constructions graphiques restent sur une base identique, mais je crois que d'avoir tranché le récit en 3 parties distinctes avec 3 dessinateurs distincts, c'est aussi une façon pour chacune de ces parties d'affirmer son identité propre. C'est un récit complet en soi, mais chaque livre traite d'une période, d'une construction des Amazones, avec un style graphique qui, s'il y a une charte commune, se distingue quand même. Hein. Non, mais tu vois, c'est- pas le même- Ah bah oui, non mais il y a clairement 3 styles. D'accord. Marty, Hmm. Marty, c'est le deuxième passage de Nicolas Scott sur Wonder Woman. Oui, alors Oui, bon, s'il en a Nicolas déjà Scott. fait un. Ouais, alors Nicolas Scott, bah, je crois que j'ai quand même laissé Blackie en parler parce qu'il me semble qu'il est très très fan de cet artiste. C'est uniquement charnel. Bah, Ah, d'accord. oh non. C'est pas du tout Si, mon c'est pas style. ça. Bon, pour information, il y a un podcast de GG Comics où vous avez une interview de Nicolas Scott. Bon, voilà quoi. Oui. Oui, Nicolas Scott, moi je suis un adorateur de cet artiste. Elle est beaucoup trop forte à mon goût. C'est même école que Phil Jiménez, mais avec un côté moins, on va dire mythologique, tu vois. Je dirais plus comics quand même. Alors Ok. avant oui, mais maintenant moins. Maintenant D'accord, donc elle a changé elle aussi son style pour ce récit-là en tout cas. ouais, On mais est pas même sur ce, du Black Magic, clairement, hein. on n'est pas sur du Black Magic, mais on est plus sur du Wonder Woman, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que t'as des plages qui sont beaucoup plus lumineuses, par exemple, que ce que faisait GNA, moins virevoltantes que Phil Jiménez, mais il y a quand même un appui, enfin il y a un côté iconique, mais là je dirais plus iconique mythologique, tu vois. Parce Ok, que par exemple le côté grec des femmes et tout, il se ressent beaucoup plus dans l'épisode de Nicolas Scott que chez les autres, tu vois. C'est son style, tu vois, qui est comme ça, qui marche vachement bien. Et vraiment, enfin moi je suis un fan. Hein. Son boulot, il est fou, Donc il est trop beau. Mais il y a moins de folie que Phil Jiménez, tu vois. Si je devais classer, je mettrais Phil Jiménez devant et après je mettrais Nicolas Scott qui arrive vraiment à suivre le rythme, quoi. GNA, moi, comme vous le savez, je Plus suis dans les moins pas fan. de Jiménez que Jenna finalement. Tout à fait. Si je puis me permettre, des 3 dessinateurs, c'est celle qui est le plus dans le style DC Comics. C'est vrai. C'est la C'est question vrai. que j'allais poser. Est-ce qu'elle est plus dans son style comics qu'on peut avoir sur le premier passage qu'elle est Pour sur moi, Wonder oui. Woman? Ah oui, Pour moi, elle est dans ce style-là, t'as raison. Au niveau des personnages, au niveau de leur posture, au niveau des splash pages, des décors, du traitement même de l'action, tu peux envisager d'emblée un super-héros récit super-héroïque. Enfin, vraiment. Ok. Alors que avant, t'es encore dans la mythologie. Est-ce Moi, que j'ai c'est ressenti comme ça. est-ce que c'est pas volontaire du coup, puisque Mais c'est si. ce qui va amener l'avenir de Wonder Woman, enfin de Diana? Je pense qu'on se détache du divin pour arriver vers le super-héroïque. Je pense qu'il y a une volonté, enfin, j'ai envie de croire, ça regarde que moi, qu'il y a une volonté d'aller vers de passer du récit mythologique au récit, mythologique mais du XXe siècle, c'est-à-dire super-héroïque. Ok, très bien. Une transition. Son chapitre décrit quand même une histoire de baston, quoi. Ah oui, Oui. Forcément, ça se rapproche plus d'un récit de super-héros que Jiménez, qui est une histoire très mythologique de naissance d'Amazon. Oui. Oui, c'est Oui, plus ça, une parle bulle de de la Dieu, guerre là où t'as le rapport à l'humain à la fin, quoi. Enfin, Ouais. Et puis la mais guerre des c'est dieux, intéressant, j'avais pas vu ça comme ça, je trouve ça intéressant. Marty, attends, il y avait Excuse-moi, Marty. Marty. Blake. Oui, en plus, la guerre entre les dieux et les Amazones, c'est quelque chose qui est ancré dans la mythologie d'ici, dans une bonne partie des origines. Je sais plus si c'est l'origine post ou pré-crisis, l'histoire de la guerre des dieux. Post-crisis plutôt. Post-crisis. Ouais, post, ouais. Post, hein, il Donc me voilà, semble. final. Donc Dragnir, ça va, même si je l'ai pas ressenti comme toi, ça collerait un petit peu à ton interprétation, un petit peu grande mauricienne, hein, j'ai l'impression. Ouais, il y a de ça. On a les mêmes drogues. Mais c'est vrai que pour revenir un peu sur ce que vous avez dit sur les 3 dessinateurs, Jiménez, il donne le là. Et même si les 2 autres dessinateurs ne renient pas leur style, ils suivent quand même la charte graphique qui a été imposée. Et même si les coloristes, on n'en a pas parlé du tout, sont pas les mêmes non plus, il y a quand même une certaine homogénéité dans il y a rien qui jure, je trouve.
Les styles Ah ouais, sont j'ai même pas différents, fait les gaffe à couleurs ça. sont un peu différentes, mais il y a rien. Bah voilà, bah moi non plus à la lecture, le coloris, je me suis seulement rendu compte après coup que bah oui, en fait, c'est pas le même. Ouais, mais c'est à la Ah oui. façon de certains triptyques de la Renaissance où on avait trois suites de tableaux interprétés différemment graphiquement, quelquefois par le même auteur, quelquefois par des auteurs différents. Je le vois comme un triptyque. C'est en ça aussi que je vois que cet objet a une conception d'œuvre d'art en fait finalement. Ouais. C'est un triptyque. Ah oui, oui, clairement. Oui, non, mais ce que tu dis a du Juste pour sens. Nicolas Scott. Et pour Nicolas Scott, lisez ces numéros de Earth 2. Hein. C'est juste. Ah oui, génial. oui. Voilà, Alors tout, c'est comme- elle est Ah, très mais très bien. Nicolas Scott, Et Black Magic, c'est il y a un comme charme. découvert et, De mémoire, elle a fait que du DC. Enfin, elle a fait de l'indé, mais elle a fait que du DC, je crois. que du DC, Elle a jamais jamais lu fait dans le l'incursion moment. chez Marvel. Hein, il me Elle semble, hein. a Ça commencé viendra, sur le truc des vilains, là, je sais plus quoi ça s'appelle. Blackest Night, non? Non, elle a fait Secret Six, voilà, c'est ça. Elle a, vilains, Ah oui, c'est Secret classique. elle a fait du Ah, Secret c'était son Six début. et elle a fait un super Catman vachement bien. qui est trop cool. Oui, D'accord. oui. Euh, elle a euh, Et elle a fait du Blackest Night Wonder Woman hein, aussi. Oui, aussi. Non, Ouais. de toute façon, je crois que Gina est aussi passée sur Wonder Woman. Hein. Les trois sont des anciens dessinateurs de Wonder Woman. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Je crois que oui, mais je voudrais pas te dire de bêtises. Mais il me semble Non, qu'il a bon, fait écoute, un petit passage. C'est possible, Non, ça il y a serait pas de logique. Wonder Woman dans sa Pas de BD. Wonder Woman. Là, je sais Bah, pas. Jean A, il a pas une si grosse bibliographie que ça non plus. Non, hein. non, Non, il a- non. il a fait du Green avec les Lantern de traitements. mémoire, mais j'ai pas le souvenir de Ah Wonder Woman. si, il a fait du Wonder Woman. Bon bah très Moi, bien. je vois crois. des images. Il fait du JLA. Il a fait au moins Les des covers. covers, ouais. Ah, Des ok. Ok, Ah oui, les euh, covers. Oui. Tu vois, moi, je vois une ou deux covers de Wonder. Au minimum, non, D'accord. attends. Il a fait un truc qui s'appelle Sensation Sensation Comics Comics. featuring Wonder Woman. D'accord. Ok. C'était du digital, ça, du numérique, il me semble, ça. Sûrement. Et puis, Absolument vu qu'il a pas. fait quelques épisodes de Justice League, il a dû dessiner Diana à un moment. Hein. Oui. Oui. De toute façon, ouais. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter? Non, Est-ce que achetez-le. C'est quand même. Alors, vous connaissez ma fameuse expression du test du sac à dos. Donc, sachez que le bouquin Historia est très bien façonné parce qu'il tient très bien le sac à dos. J'ai beau mettre des bouquins à côté, etc., il ne bouge pas d'un pli. C'est un bel ouvrage que Cap va maintenant vous conseiller à chaque fois que vous passez à sa boutique. Il a combien d'ailleurs? Je crois pas qu'on ait dit le prix. Il a 18, non? Non, Ouh, Non, il a une je dirais vingtaine d'euros, plus. il me semble. Il a plus de 20. Je voulais juste dire qu'il a le format Black Label, c'est-à-dire il a un format presque carré. C'est carré. Oui. Attention, Ouais, c'est ouais, pas un ouais, format Black Label. Il a un format quasi carré parce que c'est pas un format que tu trouves sur tous les Black Label, hein, pour le coup. Aux États-Unis, si, je crois. Pas en France. Urban a rajouté. Non, mais plein en France, On parle de la France, monsieur. Oui, C'est oui. 24 euros. Ouais, il a 24 24 euros, balles. ouais, Il a bah, 24 balles. Ouais, Mais ça les on n'a vaut pas pris ça, largement. quand Non. Ah oui. Quand on voit les boosts que tu chopes à 25-30 balles, franchement, ça les vaut méchamment. Bien sûr. C'est clair. Mais C'est Jean Bœuf que tu vas relire. Hein. Ah oui. Non, mais ça, c'est. Mais si ce n'est que pour le plaisir des yeux, je veux dire. Hmm. La vraie bonne BD, le vrai bon comics, c'est celui que tu relis en tant qu'aventure, c'est vrai, mais c'est aussi celui que tu es capable d'ouvrir et te dire, waouh, contemplation, t'as même pas Ouais. besoin de suivre l'histoire, c'est de la contemplation. Ah, C'est en ça complètement. une œuvre d'art. C'est en ça que c'est beau. Voilà. Il est multi-usage, ce truc-là. Parfait. Et on n'a pas Oh. précisé, c'est la traduction, c'est Thomas Davier. On oublie souvent de préciser les traducteurs, mais voilà. Parce que si c'est pour parler de Jean-Marc Lenné, ça vaut pas le coup. Allez, hop là, ça c'est fait. Allez hop. Oh, Bisous, putain. on se voit le 18 novembre. C'est honteux. Du coup, hormis ce Wonder Woman Historia, où du coup vous êtes tous d'accord, bah écoute, viens à la boutique, il sera le 18 novembre, il te dédicacera avec plaisir. Quel autre bouquin, bande dessinée, comics, de mythologie conseillez? Avez-vous Aussi conseillé? pas facile. Aussi pas facile. Conseillez, J'ai cru que t'allais- J'ai cru que t'allais C'est dire pas y roman arriver. graphique, j'ai eu peur. Non, mais ça fait rien. Oh, j'aurais banni direct. Quel Non, bouquin vous allez conseiller? On va commencer par Dragnir. Oh non, pas moi. Alors, Si, toi.
Moi, je vais vous proposer Ça un produit peut être- français. Eh oui, parce que depuis tout à l'heure, nos pauvres amis d'extrême droite, ils ont la goutte à l'oreille, ils ont le nez qui coule, ils ont des micros AVC en série. Je vais leur proposer un produit français, franco-français, en l'occurrence, hop, puisqu'on parle de mythologie, hop, Litea, qui est donc en une série en 4 tomes, c'est français, c'est chez North Star Comics, donc c'est produit par messieurs Artaud et Martinez. Et donc, en fait, c'est une version héroïque à l'européenne, à la française. C'est-à-dire que la volonté des auteurs, ça a été de dire, voilà, les super-héros sont américains, on revient pas dessus, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir les nôtres? Et donc, ils se sont basés sur les différents mythes et les différentes mythologies, on va dire, européennes. À commencer par, donc, l'héroïne. Donc, alors, je rapproche un petit peu la caméra, histoire qu'on voit un peu. Donc, l'héroïne, là, qui est au centre, donc, qui s'appelle Sophia, qu'on appelle la lionne de Sparte, en fait, c'est elle au Clitéa, pour le coup, donc qui est une femme donc qui est issue d'une pseudo-mythologie, et en l'occurrence, elle est immortelle, elle a été immortelle, c'est un peu une Wonder Woman, hein, très honnêtement, et elle a abandonné son immortalité parce qu'elle est tombée amoureuse d'un homme, elle a une petite fille, etc. Et autour d'elle vont graviter différents héros, différents super-héros, vraiment issus de nos mythes européens. On a un mec qui s'appelle Roncevaux, hein, qui a la fameuse épée Durandal, qui a été celle de Roland de Roncevaux. On a tout un tas de personnages comme ça, avec un équivalent d'un espèce de Superman un peu super patriote, qui vont créer des groupes. Et ça commence très dur, puisque les premiers groupes de super-héros vont se faire massacrer, tous. Et on va s'apercevoir que le méchant du truc, eh ben, il est directement issu donc des divinités. Hein. Je vais pas spoiler pour ceux que ça va intéresser. C'est un espèce de Achille en définitif qui aurait très mal tourné, quoi, et qui va remettre en cause le caractère divin des choses. Donc c'est très très sympa. C'est une production française. D'un point de vue dessin, on est sur un dessin très actuel, alors c'est un peu sombre, je suis désolé, ma caméra elle est pas terrible. C'est assez c'est un petit peu mangaïforme, faut dire ce qui est, quoi. Mais il y a tous les caractères super-héroïques qu'on aime, avec l'aspect rafraîchissant d'avoir des héros un peu inconnus. C'est en 4 tomes. Je crois que c'est encore disponible chez North Star Comics. Et c'est vraiment sympa et ça se lit tranquillement, quoi. Allez-y de ma part. Allez-y de ma Parfait. part. Parfait. Avec le Merci, code Dragnir. Dragnir, vous avez 10% de réduction. Avec le code TTC, vous avez 10% de... Un vrai youtubeur, ce Dragnir. Mais oui. Dragnir vous fera une lecture en ASMR si vous dites que vous l'avez acheté grâce à son conseil. En ASMR est nu. Ça met son image. Option moteur. Alors, je vous propose qu'on plonge ensemble dans la Grèce antique avec la BD L'Âge de bronze, qui est parue en France aux éditions Achilleos. Alors, une série qui est un petit peu en stand-by, hein, c'est une série commencée en 98 de mémoire par Eric Schadnauer qui écrit et dessine. Il y a actuellement 4 tomes qui sont sortis, plus un tome bonus qui parle des coulisses de l'œuvre. Tous disponibles en français chez Achilleos. Alors c'est un projet assez intéressant, L'Âge de bronze, puisque c'est une relecture de la guerre de Troie, où l'auteur pioche dans toutes les sources dont on dispose sur la guerre de Troie, donc l'Iliade et l'Odyssée, mais aussi ce qu'on appelle les petites Iliades, c'est-à-dire les autres récits de la mythologie grecque qui parlent de la guerre de Troie, mais également des sources plus tardives, hein, comme la pièce de théâtre, alors c'est Cressida et Troilus de Shakespeare, par exemple. Et l'idée, c'est donc de faire une méga synthèse de tout ce que la littérature nous a offert sur la guerre de Troie, mais également sur l'archéologie, puisque l'idée, c'est d'évacuer tous les événements surnaturels, par contre, et de créer un récit au plus proche de ce qu'on connaît de l'époque où la guerre est censée se passer via les recherches historiques et archéologiques actuelles. Puisque la ville de Troie a vraiment existé, il y a même eu plusieurs guerres, hein, qui ont inspiré Homère et les autres auteurs. Donc c'est une œuvre assez intéressante, c'est une œuvre en noir et blanc, un dessin assez. J'avais une fois lu, je sais plus où, que c'était un style qu'on pourrait qualifier de naturaliste. Il y a vraiment une approche naturaliste, si on veut,
graphiquement parlant. C'est un récit très fort, qui est très très prenant. Malheureusement, inachevé. Ça doit faire maintenant plus de 10 ans, je pense. On n'a pas eu un nouveau tome en VF. Et il n'y a pas l'équivalent d'un tome entier qui est sorti en VO depuis. Donc voilà, vraiment, si vous voulez voir un comics indé qui traite de la guerre de Troie d'un point de vue, alors, je mets des guillemets réaliste, hein, on va dire plutôt peut-être pas réaliste, mais plausible, jetez-vous dessus. C'est super bien dessiné, super bien écrit. Et juste de manière générale, si vous voulez vous intéresser à la mythologie grecque sans passer forcément par les auteurs classiques, j'ai 2 petits livres à vous conseiller. Il y a la mythologie de Edith Hamilton, qui est, alors moi j'ai une vieille édition, mais c'est un livre ultra réédité, ou alors beaucoup plus complet. Alors là, Thomas, peut-être qu'il va acquiescer. Il y a la mythologie, les mythes grecs de Robert Graves. Je sais pas si tu connais Thomas. C'est vraiment une somme de la plupart des mythes grecs écrits par Robert Graves, qui est un auteur qui a une formation, alors pas une formation forcément d'historien, mais au moins en lettres classiques. C'est super bien écrit et c'est très très complet. C'est vraiment un bouquin à avoir chez soi si on est fan de mythologie gréco-romaine. Écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils assez denses et assez très intéressants. Blacky, en dehors de Senseiya, qu'est-ce que tu veux nous conseiller? Salaud. Justement, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai relu un truc il y a pas longtemps sur les dieux et tout. Et moi je vais parler du meilleur manga qui a buté toutes les bourses de tous les parents quand on était enfant, à savoir évidemment le Senseiya. Ah non, ton père il a pas acheté des figurines d'armure quand t'étais petit. Excuse-moi, Senseiya ça coûtait 300 balles la figurine à l'époque. Moi j'ai dû négocier pour l'avoir, pour perdre des pièces en plus. Bref, il est très loin. mais là ce que je vous propose, c'est pas de évidemment relire le manga parce que c'est un classique du genre, j'espère que vous l'avez lu, mais il faut savoir que notre cher Jérôme Alquier a eu la chance de pouvoir créer une BD sur Senseiya, qui est celle-là. Oui. Donc moi j'ai les super éditions de luxe qui sont sous forme de des armures, enfin des porte-armures. Et en fait c'est marrant parce que donc lui il a créé une espèce de pseudo suite qui se met un peu suite du dessin animé, mais qui reprend aussi des trucs du manga et tout. Et donc là en gros il nous introduit un conflit avec Chronos et en plus il fait des concepts de retour dans le temps, ce qui lui laisse certaines libertés. Et puis c'est plutôt cool. Si vous aimez Senseiya, les Chevaliers Zodiac, pardon, excusez-moi, D'ailleurs, je crois que le tome 2 est sorti tout récemment, non? Oui, c'est pour ça que j'en ai deux. Oui, tu vois, si j'en ai deux, c'est qu'il y a 2 tomes. Le premier est sur Phénix, le deuxième c'est plus centré sur Aphrodite. Même si dans le deuxième, là, on voit tous les chevaliers de bronze, pour information. Et c'est très sympa, ça se lit bien, c'est joli. Jérôme Alquier, c'est un gars qui a bouffé des animes, donc il a fait Albator avant, c'est le même graphisme que Albator. Là, il fait Senseiya, donc Senseiya c'est beaucoup plus gros qu'Albator mondialement parlant, en termes de succès. Et donc là, il est passé dans une autre sphère, là, clairement. Si vous voulez le rencontrer, c'est 1 heure et demie pour le rencontrer. Et en termes de dessin, c'est très beau. Ça marche bien. C'est cool. C'est avant tout pour les fans, évidemment. Mais bon, ça permet de retourner un peu dans les histoires de mythologie et d'armure par Monsieur Kurumada, et c'est très cool. Mais j'avais surtout un autre conseil, on l'a évoqué durant le podcast, c'est le Wonder Woman des New 52, le Wonder Woman d'Azzarello. Parce que pourquoi? Alors déjà, le run est vraiment cool. Effectivement, il y a ce petit fait avec Zeus qui fait débat. Mais pour le reste, il y a une représentation des divinités grecques qui est vraiment cool, un dessinateur Cliff Chang qui est vraiment excellent. J'avais fait une vidéo dessus, il me semble, à l'époque. Donc allez lire ce run qui est vraiment très bon. Je crois que maintenant il est dispo en intégrale. Et vraiment c'est cool. Ça permet, même les gens qui ne connaissent pas Wonder Woman peuvent lire ce run. C'est très bien. Walou. Très bien, merci beaucoup. Et donc 5 tomes pour le Senseiya, et le style de dessin est plus proche de l'animé que du style de cours. Oui, c'est beaucoup plus beau. C'est une question de point de vue. Thomas. Alors moi, je vais vous conseiller Britannia de chez Bliss Edition et chez Valiant. Donc le scénariste c'est Peter Milligan
Et c'est en 3 tomes, et une grande partie des tomes, c'est le dessinateur, c'est Juan Roserip. Donc ça se passe un petit peu plus tard que ce qu'on a vu, puisque ça se passe à l'époque romaine. Et en fait, si on veut faire simple, c'est un mélange entre un récit antique et une enquête policière. Et horrifique. Parce que le personnage principal est un soldat romain, mais qui a des capacités de déduction. Et donc, il est engagé pour résoudre des enquêtes mystérieuses. Et souvent, il y a aussi des histoires de surnaturel, tout ça. Et c'est vraiment très très bien. Moi, je trouve que c'est passé inaperçu. Je trouve ça très dommage parce que t'as un mélange des genres qui est sympa entre le péplum, l'enquête policière, le surnaturel, et en même temps t'as une histoire de famille un peu empêchée qui est vachement bien. Donc je conseille, et je pense qu'en ce moment il y a une braderie chez Bliss, et je pense qu'il y a des tomes de Britannia Il dans me cette semble que c'est braderie, donc dedans, vous oui. pouvez les avoir à des prix imbattables. Moi, je Et dirais même que la version. Britannia, pour moi, c'est un mélange entre Sherlock Holmes, Lovecraft, parce qu'il y a un côté vachement horrifique à tout ça, quoi. Et puis, bah ouais, ça nous parle de Rome, mais ça nous parle aussi des mythes celtiques, en fait, et de leur appropriation culturelle dans les mythes américains, avec toute l'horreur que ça peut induire. Pour moi, c'est d'abord un récit d'horreur, en fait, dans l'absolu. Et vous avez même les versions collector dans la braderie, Ouais. donc faites-vous plaisir. Ouais. Mm. Ah, c'est très très bien, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis Merci. Milligan, quoi. Dès que Milligan, il part dans un truc avec des récits d'affabulation, de mythologie, il est très très bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Super, eh bien écoutez, merci à tous les deux, merci Thomas, merci Dragnir. Pour ma part, je vais conseiller le Héros de David Rubin. Ça fait partie de ces comics qui ne sont pas considérés comme des comics, mais comme des bandes dessinées, puisqu'elles ne sont pas brandées comme telles. Le Héros va suivre en fait la vie de Hercule à travers ses 12 travaux. 12 travaux qu'il ne va pas faire sur une Ah. courte période, mais qui en fait vont occuper toute sa vie. On va y voir du coup un Hercule jeune au tout début, pour finir sur un Hercule vieillissant qui va être papa. On va vraiment y voir toute sa vie. Il y a un côté super héros puisque il va y intégrer une espèce de Wonder Woman. On va y voir Hippolyte et de temps en temps il y aura même en fait Hercule qui va être inspiré par un héros qui ne sera autre que Superman. Puisqu'on peut voir notamment des planches où ils vont se battre contre Ah, mais carrément, Superman. ouais. Ouais, D'accord. carrément. C'est aussi un mythe revisité, puisque Hercule a une moto, il écoute de la musique sur son iPod. On est Ah. sur un truc antique, mais Ah pas oui. entièrement. C'est un mix un peu des genres. C'est pas un truc qui va se passer pur dans l'Antiquité, mais c'est pas non plus moderne. C'est-à-dire que tu vas être quand même dans des villes antiques. Tu vas quand même avoir la crasse, des trucs comme ça, mais c'est plutôt de la fantaisie en fait entre guillemets, la high fantasy. Et c'est complet en 2 tomes. Et David Rubin, c'est un de ses premiers boulots à ce moment-là. Et David Rubin est un super dessinateur que moi je trouve ultra créatif, qu'on a pu retrouver après chez d'autres auteurs comme Lemire notamment. Oui, mon chat crie beaucoup. Et voilà. Non mais il valide ce que tu dis, c'est bien. Ah oui, oui, oui. Bah en fait, sa maîtresse n'est pas là depuis quelques heures, donc elle s'en marre un peu. Elle appelle. Donc voilà, c'est un super bouquin en doublé, publié chez Rackham, que je ne saurais que trop conseiller, qui à l'époque était à 26 €. Ah oui, D'accord, ok. mais c'est toujours dispo? C'est toujours dispo, ça? Chez Ouais, Rackham. toujours dispo. Et ouais, D'accord. effectivement, Rackham, donc un comics, quoi. C'est marrant, c'est étonnant. Et ils en ont fait, et ça mais c'est un vieux truc, hein. Ouais. Ça date des années, tout début des années 2000, je dirais même. Ah ouais, d'accord, ok. À 20 piges le truc, quoi. C'est intéressant. Ouais. Je pourrais pas te 2013, dire de BT, 2013? 2013? Ouais, D'accord. c'est un petit peu le moins. livre 2. 2012, ça fait une dizaine d'années, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant comme idée. Ouais, c'est intéressant Je connais pas du ça. Mais T'en as dans ta boutique? malheureusement non, mais tu vois, ça me donne envie de reprendre. Faudra peut-être que je le reprenne, parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin. Mhm. Ouais, Après, ça a l'air David Rubin, sympa. chez moi, David Rubin, c'est un style qui est compliqué.
J'ai une clientèle plutôt classique, mais ouais, c'est super bien, vraiment incroyable. J'adore ce bouquin. Ok, bah je note. Ça m'intéresserait, je pense que je le prendrai un de ces quatre. Parfait. Eh bien, écoutez, nous en avons fini avec ce Wonder Woman Historia. Si vous voulez nous remercier d'avoir fait un putsch, nous dire qu'il faut continuer sans Blacky ou avec Blacky en tant qu'invité de temps à autre, n'hésitez pas à nous écrire au mail ggcomics@comics-sanctuary.com ou sur Facebook, Facebook les GG Comics et voilà, on n'a plus de Twitter, je crois. On a toujours un Twitter, mais surtout, si vous voulez venir sur le Discord, on vous mettra toujours le lien du Discord où on discute beaucoup. C'est beaucoup. On va lancer un sondage avec ou sans Blacky. Voilà, ouais, voilà. N'hésitez pas à le dire, avec ou sans Blacky. Il y aura une sous-partie au sondage. Voulez-vous qu'on lui organise une mort biblique aussi? En tout cas, je vous remercie tous. C'est un super débat. Voilà. Merci à tous. Bah merci à toi aussi, hein. Et puis. Oui, merci beaucoup, Cab. Si on peut. Ouais, c'est clair que même moi, ça me fait du bien. Donc, c'était un projet il y a longue date qu'on avait arrêté. Exactement. En attendant de se retrouver, écoutez GG, c'est bien, lire des comics, c'est mieux. Bonsoir ou bonjour à tous. Salut tout le monde. Des bisous. Des bisous. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've got to feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world will be done.